Multiplié par 4 depuis 2000, le cancer du pancréas. Multiplié par 4. Aujourd'hui, notre façon de fertiliser, elle ne marche pas pour nous. Disons-le, l'argument nourrir l'humanité, il est avancé par des gens qui veulent pas qu'on change de modèle de production. Moi, je dis pas zéro pesticide, je dis pesticide en dernier recours et pas systématiquement. Putain, faut bouger, quoi. Marc-André, bienvenue à toi. Bonjour. Sur cette chaîne. On est là, on s'appelle Limites, on est là pour parler des limites planétaires et vraiment c'est un honneur de te recevoir une nouvelle fois ici pour essayer de creuser jusque dans les micro-organismes, comprendre les interactions entre les plantes, à quelle sauce est-ce que le système climatique et les fondements de biodiversité pourraient potentiellement nous manger, à quelle sauce on pourrait justement faire en sorte de le régénérer. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, d'abord à vous, abonnez-vous à cette chaîne, commentez-la, c'est très important. Vous savez, on essaye de parler d'avenir, on essaye de parler et de rendre tous ces sujets parfois très complexes, de rendre le plus accessible possible. Donc n'hésitez pas, toute aide que vous pouvez nous faire, y compris sur le Tipeee, PayPal.me, tout ça, les dons, tout ça nous aide vraiment beaucoup. Mais juste déjà, regardez la vidéo et la partager et la liker, c'est déjà énorme. Donc bienvenue à vous. Marc-André, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît pour ceux qui ne te connaissent pas? Je suis professeur du Muséum national d'histoire naturelle, mais ça dit rien. Je suis quelqu'un qui a passé sa vie à essayer de comprendre comment ça marchait. Des fois des détails, genre pourquoi les feuilles sont brunes, ou pourquoi quand elles sont mortes. Et maintenant j'ai envie de mettre ces explications au service de tout le monde. En gros, moi je fais de la recherche, j'ai fait de l'enseignement. C'est-à-dire, tu as fait de la recherche dans quel domaine? Alors moi j'ai travaillé depuis l'âge de 12 ans, je suis un passionné de champignons, donc j'ai essayé de travailler sur comment les champignons vivent et quelles conséquences ça a sur le fonctionnement des écosystèmes. Mais au-delà de ça, je me suis toujours passionné pour tout un tas de questions, comme posaient mes étudiants, comme me posaient les gens quand je faisais des conférences. Et en fait, mon but c'est de redonner aux gens les clés du monde. C'est-à-dire tout ce qu'on en a compris en recherche, en sciences, notamment sur le vivant, parce que moi mon domaine c'est le vivant. C'est autant d'outils pour comprendre ce qui se passe, mais pas que. Tu parlais d'avenir dans l'introduction. En fait, c'est les clés de l'avenir, ça. C'est si tu comprends comment ça marche, tu dis ouh, alors ça je peux pas le faire, ça par contre je pourrais le faire. Il y a des possibles, il y a des belles au bois dormant de l'action. Et l'idée, c'est en comprenant ce qui se passe autour de nous, c'est de retrouver une façon d'agir qui soit en cohérence avec l'avenir. C'est-à-dire en gros qui permette à nos gamins de vivre dans un monde décent comme nous on vit, quoi. On va creuser ce livre que tu as sorti, qui s'appelle Nature et préjugés, convier l'humanité dans l'histoire naturelle, qui en gros, t'es parti de petits constats, t'es parti justement de préjugés, de phrases toutes faites qu'on dit souvent, et que même moi d'ailleurs, il y a des phrases que t'as barrées, il faut le préciser, parce que toi tu préfères en fait le prononcer autrement. Vivre, c'est être autonome, et c'est vrai que plein de fois, je tombe dans un cliché en me disant, ah bah tiens, y a rien de mieux qu'être dans une autonomie. Toi, tu vois quelque chose de très différent là derrière. Alors on va prendre le temps de le creuser, point par point, ça m'intéresse. Mais d'abord, je voudrais un peu avoir ton feeling. Toi qui fais beaucoup de conférences, toi qui as des étudiants, toi qui as donné ta vie à ça. D'ailleurs, quand tapez Marc-André Sellos sur Google Scholar ou sur Google, vous allez voir le nombre de publications, vous allez voir c'est assez impressionnant dans ce domaine. Je voudrais un peu avoir ton point de vue sur le monde. Ah, si tu viens me faire un débriefing, salut, coucou, je suis un extraterrestre, je viens d'arriver sur Terre. Qu'est-ce qui se passe sur Terre, Marc-André Sellos? Alors, c'est habité par une espèce marrante, à deux pattes, qui a été obligée de gérer le monde, de trouver à bouffer, de trouver des outils, avant de savoir comment ça marchait. En réalité, on lui a pas donné la notice du monde. Alors, les bipèdes en question, ils se sont débrouillés, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Au passage, ils ont fait des conneries, ils ont fait des trucs qui marchaient pas, d'autres qui sont absolument géniaux. Je veux dire, voilà, il y a quelques toiles de maître ou quelques morceaux de musique, franchement, bravo. Bravo, ouais, complètement. Mais on n'avait pas la notice. Ouais. Aujourd'hui, et grâce à une des chouettes choses qu'a fait cette espèce qui est la science, c'est-à-dire la recherche pour comprendre comment ça marche, on commence à avoir des bribes de la notice. Et pour les générations qui viennent, la question de ces bipèdes se pose un peu différemment. Il ne s'agit pas de faire tout ce qu'on peut pour survivre, il s'agit de lire enfin la notice. Or, la notice, c'est le produit de la science, et tout le monde pense que la science, c'est dur, c'est compliqué, c'est pas drôle, et puis personne se dit que ça sert à quelque chose. Or non. Ce bipède-là, il va falloir que maintenant, il se saisisse de ça. D'abord parce que la connaissance du vivant, c'est chouette, c'est marrant, c'est vraiment attrayant. Et deuxièmement, parce que c'est une façon d'habiter le monde correctement. Et notamment ce bipède, il faudrait qu'il réalise qu'il est dans la nature, il n'est pas hors nature. Et plein de choses qui lui arrivent sont très 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 naturelles. Et si on les regarde comme ça, eh bien, ça donne envie d'agir différemment. Ça donne surtout des clés pour agir mieux sur notre santé, sur notre environnement, sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau. Enfin, c'est parfois
ça a des conséquences très intimes, parce que la notice du monde, c'est aussi la notice de notre corps. Oui, parce que humain vient il y a un rapport avec la Terre, hein, si on regarde dans le sens C'est la même étymologique. racine qu'humus, oui. Et il y a beaucoup de cosmogonie où l'homme est fait à partir du sol. Le sol qui est un mélange de minéraux et de vivants. Mais de toute façon, toi et moi, ton phosphore, mon magnésium, tout ça, ton calcium, mon sodium, tout ça, ça vient du sol, à un moment ou à un autre. Alors par le biais d'une salade ou par le biais d'une bestiole qui a mangé des plantes. Mais nous sommes faits de sol. C'est pas faux, cette vision des choses. Et c'est un des endroits où on réalise brutalement qu'on a un lien. Oui, on réalise aujourd'hui. Bah oui. Mais tu avais dit ça un petit peu avant. Tu avais dit, il y a quelques minutes, qu'il serait temps qu'ils comprennent en fait qu'il n'est pas en dehors de la nature et du vivant. Qu'est-ce qui s'est passé que tout d'un coup, j'ai l'impression que, alors peut-être c'est un biais, que Homo sapiens a vécu tout un temps sans se considérer comme en dehors. Alors je ne sais pas, j'ai pas parlé avec mes arrière grands-parents, et que tout d'un coup il y a eu une conception de ça y est, la nature c'est une ressource, on l'utilise et nous on est en dehors, on la maîtrise, on la gère quoi. Alors que j'ai l'impression qu'on reglisse vers ok les gars, il va falloir qu'on reconsidère la nature comme étant nous, directement. Ah oui, mais c'est sûr, la nature, elle est au-dessus de la Constitution, par exemple. En France, là, quand Gérard Larcher, il a dit non, il faut que les élections aient lieu au début de la pandémie de Covid. Il faut qu'elles aient lieu de toute façon. Parce que constitutionnellement, il fallait que les élections aient lieu. Tout le monde est allé voter. On a eu un pic de malades. C'est là qu'on a essayé de confiner tout le monde. Parce qu'on a eu plein de malades. Parce qu'il y avait un truc au-dessus de la Constitution qui était le fait qu'à un moment, quand on ne savait pas encore comment bien faire avec l'épidémie de Covid, il fallait se planquer. Donc, on est dans la nature, c'est sûr. Pourquoi est-ce qu'on l'a perdu de vue? Alors, d'abord, nous, on l'a peut-être perdu de vue, nous, occidentaux, mais moi, je connais pas bien le détail de ça, mais il y a des gens bien comme Philippe Descola qui ont écrit là-dessus. Il y a d'autres populations où l'homme ne se voit pas hors de la nature. Mais nous, occidentaux, on a hérité de représentations de la nature qui viennent jusqu'à l'Antiquité, qui sont une espèce de couches, des pelures d'oignons avec des parties extérieures bien sèches, bien ratatinées, qui sont héritées et jamais reconstruites, jamais questionnées. On est un peu héritier de vision de l'Antiquité, avec l'échelle des êtres, où l'homme était au sommet d'une échelle. En dessous de l'homme, il y avait les animaux, puis les plantes, puis les mousses, puis les champignons. Voilà, mais au-dessus, quand même, ça a été repris par une vision chrétienne, où l'homme est créé à part du reste, il est créé maître du monde, donc un statut très particulier, puis le monde a servi à l'homme. Dans l'Antiquité, on avait fait cette échelle des êtres, mais on ne l'a pas tué, et on en retrouve des représentations de cette vision verticale du vivant jusqu'à l'époque des Lumières. Donc on est héritier de tout ça, et on n'a jamais revisité ça en se demandant qu'est-ce qu'on veut vraiment imaginer quant à notre position dans la nature. Et ça va avec des trucs assez amusants. Je ne sais pas si tu as vu Seul sur Mars. Si. Matt Damon, il n'est pas seul sur Mars. Avec les pommes de terre sur Mars. Il est avec des pommes de terre. Tu peux pas être seul. L'autonomie, c'est un mythe. C'est pas possible. Il faut, quelque part, on est tous des parasites de cellules qui font la photosynthèse. Soit quand tu les manges parce que tu manges de la salade, soit quand tu manges un animal. En fait, tu n'existes pas s'il n'y a pas quelque part des cellules qui font la photosynthèse. Tu es dépendant du vivant. Mais ça va plus loin. Inversement, le vivant est dépendant de toi. Quand tu respires, tu produis du CO2, c'est un déchet pour toi. Mais c'est ça que vont consommer les plantes pour faire la photosynthèse. Bien plus. Quand tu tires la chasse d'eau, tu fais 3 erreurs. 1. Tu mélanges l'urine, qui est hyper riche en azote et en phosphate, 4 grammes par litre d'azote, 0,5 grammes de phosphate par litre. Tu mélanges ça alors à tes fesses, à tes excréments, donc tu mélanges ça à des bactéries qui sont pas terribles. Okay. Deuxièmement, tu tires la chasse d'eau, tu dilues ton azote et ton phosphate. Ouais. Dans les tuyaux, ça va rejoindre des eaux de ruissellement de ville où il y a des métaux lourds, des hydrocarbures. Bref, quand ça arrive dans les stations d'épuration, c'est inutilisable. Mais à la base, quand même. Alors que ça aurait pu être utilisé pour autre chose, du coup, si je comprends bien. C'est pas pour rien que l'urine est dorée. C'est que c'est de l'or écologiquement. Donc ce lien, c'est non seulement qu'on a un lien d'utilisateur du monde, et ça, c'est pas propre à l'homme. Un oiseau qui fait son nid, il utilise le monde. Mais on a aussi un lien
au monde que le monde peut nous utiliser. Et il serait temps de plus payer des impôts locaux pour faire fonctionner les stations d'épuration, mais de collecter nos déchets pour les remettre dans les champs. Tes déchets de cuisine aussi. Oui. Hein. Comment ça fonctionnerait, Gab? T'as vu, t'es arrivé chez moi, ici, c'est là où on fait le tournage. Hein. Il y a un sac de compost dans lequel on met, et puis voilà, c'est tout le mercredi, ils viennent chercher, c'est très sympa. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait revoir un peu comment on se lave, comment est-ce qu'on tire la chasse, refaire les canalisations, refaire le système, mettre les toilettes sèches partout, ce qui serait l'idéal. L'urine, ça peut se collecter séparément en plus. Déjà, c'est oui. facile. Déjà, ça, rien que ça. Et il y a des immeubles expérimentaux, il paraît qu'il y en a à Bruxelles, je ne les ai pas visités, j'en ai vu à Paris et à Lyon, où effectivement, on récupère l'urine séparément et ça c'est traité pour aller vers des productions végétales. Il y a des petits problèmes de réglementation parce que la réglementation dit que c'est un déchet, donc tout de suite ça devient un petit peu dur à utiliser un déchet. Mais en fait, c'est une ressource quand même. Mais tu sais, ce qu'on nous dit pas, il y a un grand scandale sanitaire que l'on ignore, c'est que le phosphate minier qui sert comme engrais est contaminé par du cadmium. Le bilan, c'est qu'on mange 1,4. Ça rentre dans les plantes. Ça vient d'où ce cadmium? Là où se dépose le phosphate qui fait ces roches qu'on exploite, se dépose en même temps du cadmium. Voilà. Donc ces roches sont contaminées avec ce métal qui est très toxique pour l'homme, qui rentre dans les plantes et qui arrive dans notre alimentation. On mange 1,4 fois la dose maximale recommandée de cadmium. Waouh! Et ça explique des problèmes hépatiques, des problèmes rénaux. Alors, avec d'autres causes, on ne sait pas pour quelle proportion de tous ces problèmes c'est vraiment directement incriminé. Oui, il peut y avoir d'autres types de pollution. Problème d'ossification. Alors, tu vois, l'ostéoporose après la ménopause, c'est accru par ça. Problème de développement de la boîte crânienne des enfants. Des trucs comme ça. Et puis aussi, c'est très cancérigène et on pense que les 3% de cancer du pancréas en plus qu'on a chaque année, multiplié par 4 depuis 2000, le cancer du pancréas. Hein. Multiplié par 4 en 20 ans? Et en 20 ans, et ça c'est sans doute une des causes majeures, le cadmium. Donc si tu veux, aujourd'hui, notre façon de fertiliser, elle ne marche pas pour nous. Et c'est là que tu vois un truc, hein, c'est que toujours, on parle de l'environnement, mais après, il y a toi derrière, en fait. Hein. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, si on pouvait effectivement recycler nos déchets, nos 100 kilos de déchets culinaires par personne et par an, et toute notre urine, vers les champs, eh bien, on pense que on couvrirait un gros tiers des besoins de l'agriculture en azote et en phosphate. Ah, c'est déjà pas mal. Donc on réduit la charge sur les mines de phosphate, sur les engrais azotés, tout ça. Tu rajoutes un peu d'élevage, peu de résidus d'élevage, et puis tu complètes avec des engrais minéraux, mais tu diminues la toxicité de ce que tu manges. Et est-ce que je peux me permettre de rajouter un truc? Et puis comme on jette 30% de ce qu'on produit, si on fait tous les efforts possibles imaginables sur le gaspillage, alors on arrive au compte quasiment. Donc on a moins besoin d'engrais, puisqu'on a moins besoin de produire. Mais tu vois, l'histoire, c'est qu'il y a des solutions là-dedans. Et nous-mêmes, on est une solution pour la nature. C'est pas beau, ça? On est la fertilité de la nature. On exhale du CO2 que photosynthétisent les plantes. Alors, je sais qu'aujourd'hui... Tu sais que t'as des gens qui vont arriver en disant « Ah ouais, mais attention, CO2, aujourd'hui, on a un peu mis trop dans l'atmosphère. » C'est ce que j'allais dire. Je sais bien qu'aujourd'hui, on a un problème de CO2. Mais quand même, historiquement, on fertilisait... Et d'ailleurs, même aujourd'hui, le CO2 reste un des facteurs limitants pour la vie des plantes. Parce qu'il y a beau y en avoir trop dans l'atmosphère par rapport au climat, la concentration de CO2 dans l'atmosphère est quand même très faible au total. Et pour les plantes, en réalité, si tu veux les faire pousser plus, le truc que tu peux faire le plus efficace, c'est de mettre plus de CO2. Nuançons. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Depuis que le CO2 monte dans l'atmosphère, un bon tiers des émissions de l'homme finit dans une croissance accrue des algues, des plantes, des ceci, des cela, parce qu'ils sont avides de ça. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut en mettre des tonnes. Et qu'il faut continuer à bien brûler les pneus. L'effet de serre. Mais je veux dire, de tout temps, on a fertilisé le monde en rejetant du CO2 et en pissant. C'est ça. Et donc ce lien, il est vraiment ambivalent, quoi. On a aussi une place dans le monde. Mais en tout cas, là, en ayant discuté avec quelques scientifiques, notamment une vidéo qui va apparaître ici avec Jean-Pascal Vigny-Purcell, ancien vice-président du GIEC, qui disait que effectivement, ce CO2 qu'on a mis en trop dans l'atmosphère fait que les systèmes, les puits de carbone, absorbent plus eux aussi, malgré eux, parce qu'ils essayent de contenir un petit peu tout cet élan qu'on est en train d'envoyer. Alors c'est intéressant effectivement de se dire que notre déchet, qu'est le CO2, il est bien pour la nature. Bon, face à cette situation climatique, c'est particulier. Mais aujourd'hui, on est clairement dans un monde en fait où j'ai pas l'impression qu'on crée un déchet qui va directement vers la nature. J'ai plus l'impression qu'on crée, on transforme et on crée un déchet qui n'est plus absorbable en fait. Alors, on induit deux distorsions. La première, c'est que des trucs qu'on produisait ordinairement et qui n'étaient pas trop problématiques, on en produit trop. Ça, c'est l'exemple du CO2. Voilà. Et là, le système commence à fonctionner différemment et c'est pas forcément bon par rapport à ce que nous, on entend faire dans les écosystèmes et par rapport aux écosystèmes qui nous permettent de vivre bien. Bon. Et puis, il y a un autre détail. C'est tout ce qu'on fait, nous,
et que la nature ne faisait pas avant. C'est-à-dire que quand on est apparu, on a commencé à faire de nouvelles molécules. On pense que l'homme a inventé en gros 350 000 molécules nouvelles. 350 000 ? Ouais. Pas forcément que C'est depuis la révolution industrielle. L'industrie. Que ça, chimie, industrie? Est-ce qu'on a fait ça un petit peu avant? Pesticides, médicaments, produits d'entretien, conservateurs. Oui, forcément. Oui. Eh oui. Et ça n'avait jamais existé. Et donc, par hasard, des fois, il y a certaines de ces molécules qui peuvent être dégradées, mangées, consommées, et donc détruites par des micro-organismes ou des organismes de notre entourage, et d'autres non. C'est comme ça que les plastiques, par exemple, sont pratiquement pas dégradés. Il y a 3-4 organismes qui arrivent à le faire, mais ils sont pas très compétitifs. Du coup, quand tu laisses un morceau de plastique dans ton jardin, tout ce qui peut se passer, c'est qu'il se fragmente. Et ça donne tous ces microplastiques qui sont très très mauvais pour l'environnement, parce qu'ils finissent de se dégrader en libérant des molécules qui sont cancérigènes ou des perturbateurs endocriniens. C'est aussi les fameux polluants éternels. C'est ces molécules qui ont dans leur structure un lien entre du carbone et du fluor. C'est les téflons, les Gore-Tex et autres molécules qui ont des propriétés, ou produits qui ont des propriétés très intéressantes parce que ça n'accroche pas dessus. Ils sont déperlants. Quand tu cuis dans une poêle téflon, ça accroche pas. Et ces produits-là, en fait, ils se dégradent pas. Donc quand ils passent dans l'environnement, ils y restent. Et manque de chance, ils sont toxiques. Aujourd'hui, tous les Européens ont ces fameux polluants éternels, ces composés fluoroalkylés dans le sang, parce qu'ils se dégradent pas, parce que c'est quelque chose de nouveau dans l'environnement. Et ce déchet-là, on utilise des plaques, donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on cuit et qu'on utilise une fourchette, dedans, on se ramasse dans le corps et ça reste, quoi. Exactement. Et de toute façon, il y en a partout dans l'environnement. On sait aujourd'hui que dans l'Himalaya ou au-dessus de l'Antarctique, il pleut des concentrations, dans l'eau de pluie, il y a des concentrations de ces produits qui font que c'est à peine buvable. Donc ça s'évapore, ça passe dans l'air. Ça passe dans l'air, en microparticules, et ça se retrouve avec les pluies forcément à redescendre, à retomber, éventuellement sur ton agriculture, et après, elle la prend, dans ton eau, simplement. Ouais, et le truc, c'est qu'on connaît les sites industriels très pollués, parce que là, il y a eu des scandales dont a parlé la presse, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y en a partout, et qu'il y en a pour longtemps, puisqu'une fois de plus, c'est pas dégradé par le vivant. Du coup, si tu regardes la façon qu'a l'homme de faire des déchets, t'en as qui sont des outils, et t'en as d'autres qui sont un peu interdits, parce qu'au fait, eux sont dangereux. Alors pour l'environnement, c'est une chose, mais finalement, en bout de chaîne, pour toi, on retombe là-dessus. Une fois que tu as mis ces composés fluoroalkylés, ces polluants éternels dans l'environnement, ils rentrent dans ton corps, puisque ton corps est connecté à l'environnement. Tu respires, tu manges, tu touches ton environnement. Bon, ça rentre sans doute moins par la peau que par les poumons et par l'alimentation, mais tu en récoltes plein. Et donc tous les Européens sont contaminés aux composés fluoroalkylés, tous. J'ai l'impression qu'en fait, on a fonctionné tellement sur quelque chose à l'aveugle, où la profusion des énergies fossiles qui a permis d'avoir tout ce parc de machines, qui a permis cette industrie de l'agriculture, qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a tellement mangé le système pharmaceutique qui est tellement performant, on n'a pas conscience, puisqu'on a constaté effectivement que notre espérance de vie est montée, mais que de l'autre côté en fait on se tue d'une certaine façon. C'est très bizarre, c'est comme s'il y avait eu un avantage sur le désavantage, j'ai l'impression. Mais en fait, c'est parce que on regarde les choses vraiment par la petite lucarne. Tu vois, tu as une plante qui est malade, tu tues les champignons qu'il y a dessus. Tu tues les insectes qu'il y a dessus. Tu as besoin que ton beefsteak accroche pas dans ta poêle, tu fais un revêtement de téflon. Et ça marche, faut le dire. C'est super efficace. Notre problème, c'est comme on ne voit pas notre lien au monde, comme on ne voit pas que chacune de nos actions se dessine dans un environnement auquel on est connecté, dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on l'impacte et il nous impacte, comme on n'a pas cette vision de l'interdépendance des choses et de la complexité de tout le système, on ne se rend pas compte que quand on gère cette toute petite solution, elle a des effets de bord gigantesques et finalement en boomerang. J'ai un copain qui a écrit un livre comme ça qui s'appelle Boomerang, sur le fait que toutes nos actions finalement nous reviennent dans la gueule. En fait, on est tellement connecté à l'environnement que les conséquences des actions qui sont pensées étroitement sur un objet, finalement finissent par avoir des conséquences sur nous. Et c'est parce que ces objets sont aussi connectés à leur environnement. Donc aujourd'hui, ce qui est vraiment important, et c'est une des choses que fait la science de l'écologie, c'est de se reconnecter, de redéplier l'humanité et un peu tout ce qui entoure l'humain dans une perspective de connexion spatiale. Il y a un truc que je dis souvent, pour bien réaliser cette connexion, c'est d'ouvrir son frigo et de regarder en filigrane de tout ce qu'il contient tous les écosystèmes où on est présent. Donc il y a les écosystèmes d'où vient, je sais pas moi, la crème fraîche, le poisson qui est là, tu vois, donc tu as tout ça. Donc j'ai l'avocat, tiens. T'as tes laitages, bon, faut pas oublier les emballages.
Si tu as des emballages en carton, par exemple, ils viennent de quelque part. S'ils sont en alu, ils viennent aussi d'un écosystème. Alors là, c'est pas forcément une partie vivante de l'écosystème qu'on a prélevé, mais sans doute le fait qu'on produise de l'aluminium à cet endroit-là, ça a un effet là-dessus. Il faut pas oublier et le frigo, et l'énergie qui fait fonctionner le frigo. Donc, tu te rends compte brutalement que tu es connecté à plein d'écosystèmes dont tu réalises même pas qu'ils existent. Certains, tu sais même pas où ils sont, mais tu y es vraiment. Parce que le fait que tu consommes, le fait que tu achètes, ça fait de toi un des agents de cet écosystème. Tu choisis que s'il fasse des choses qui l'impactent. Et selon ce qu'on fait là-bas, bah, tu seras plus ou moins intoxiqué. Je veux dire, si par exemple on utilise beaucoup trop de pesticides, eh ben, on va les retrouver en toi. Il y a un chiffre qui m'amuse. En 98, on a interdit un pesticide, un insecticide vraiment toxique, le lindane. Bah, aujourd'hui, tous les Européens ont encore du lindane dans le sang. Parce qu'il en reste un peu partout où on en a mis, et ça arrive par le frigo. Par le frigo, ça arrive par l'alimentation. Donc on est vraiment dans ces écosystèmes, et effectivement, le long des flux qui reviennent de ces écosystèmes jusqu'à moi, les contaminations peuvent passer. C'est pas juste là-bas le problème, c'est en moi aussi. Et ça, c'est vraiment un truc important, c'est de se redéployer, de regarder cette complexité systémique. Puis ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est qu'une façon aussi de penser l'avenir, c'est toujours d'imaginer que tout est en évolution. Hein. Oui, tout est en évolution. Tu parlais toi-même que vivre, c'est être autonome. Tu as dit non, pas du tout, on est dépendant. Qu'est-ce qu'on fait avec On parle aujourd'hui beaucoup d'autonomie alimentaire. C'est un des gros sujets avec la situation de l'agriculture et des paysans et des personnes qui sont inquiètes par rapport au changement climatique et l'épuisement des ressources, mais des ressources disent il faut absolument une chaîne alimentaire autour des villes, il faut une autonomie alimentaire. Moi je me dis mais attends, on est habitué d'avoir, je citais des marques, d'avoir ton Kinder à la maison, d'avoir à la maison dans les supermarchés, d'avoir plein de produits qui nous mettent en lien avec le reste du monde de la planète, comme tu as utilisé l'exemple du frigo. Vivre en autonomie alimentaire, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est vraiment possible ça? Ça veut dire qu'il faut enlever 3/4 des produits qui sont la papaye, ça va être dur à Bruxelles, enfin à moins que le climat change vraiment méchamment. Ouais. Ananas, tout ça, avocat. Mais bon, ça c'est des aliments ponctuels. Effectivement, c'est important d'avoir des aliments qui se trimballent pas loin. D'abord parce que quand on transporte des aliments, ça coûte de l'énergie, donc souvent en fait ça se traduit par de l'effet de serre. Mais aussi parce que quand c'est pas loin de chez toi, tu peux vérifier comment c'est fait. Plus à distance, c'est difficile. Ça commence à être une usine à gaz, ça commence à être le début des détournements. En fait, la mondialisation, elle a ceci de pratique, c'est qu'on voit pas trop les effets un peu négatifs de la production de ce qu'on... Il faut que, de temps à autre, il y ait une usine qui s'écroule comme au Bangladesh, pour qu'on réalise qu'effectivement, si c'est pas cher, c'est que, en fait, c'est des pseudo-esclaves qui font ça. Tu vois pas ça? J'essaie de regarder l'étiquette déjà, hein, mais... On peut s'informer. Mais tu vois, c'est quand même moins simple que si c'était devant chez toi. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, avec la mondialisation, on a encore repoussé l'endroit où ça se passe et on peut faire n'importe quoi, que ce soit en termes environnemental ou, dans l'exemple que je dis, et on retrouve que finalement, l'environnement et l'humain, finalement, ça finit par être assez lié, on peut aussi faire n'importe quoi socialement. Par contre, si c'est à côté de chez toi, là, ça commence à être un peu plus difficile de truander socialement ou de truander environnementalement, parce que voilà, si c'est dans un rayon de 100 mètres, de 100 km autour de Bruxelles, ça peut commencer à se voir. Alors, ça c'est une chose, on peut essayer de faire au maximum local, ça a plein de vertus, ça n'empêche pas de maintenir des échanges ponctuels à distance, mais pas d'en faire une maladie. Bon, on a en France des meubles qui sont faits en bois français, mais le bois il est parti en Chine pour être transformé en meuble. Et il revient. Oui, il revient. Made in France. Non seulement Made in France, mais en plus avec une belle étiquette bois français. Alors, il y a comme ça des solutions, effectivement. Moi, je pense que, en revenant à ce que tu disais sur les inquiétudes par rapport au changement climatique, il y a quand même une erreur qu'il ne faut pas faire et qu'on fait tous. On est tous en train de se demander comment on va s'adapter. Et toute cette énergie qu'on met à s'adapter, on ne la met pas à arrêter les conneries. Parce que on peut s'adapter à 1 degré, peut-être à 2 degrés, peut-être à 3 degrés. Déjà, quand Paris sera sous l'eau, ce sera difficile de parler de l'adaptation de la France. Ce sera plus tout à fait ça. Et les chocs que vont induire ces changements, sans parler de bouffe, les chocs que risquent d'induire ces changements sur nos sociétés, ils sont énormes. Bon, il y a des ahuris dans mon pays qui se battent contre l'immigration. Ils en ont fait leur programme. C'est dans toute l'Europe, hein, je pense, et dans beaucoup de pays au monde. Ils ont tellement réussi à verrouiller l'entrée qu'on n'a plus personne pour faire la cuisine dans les restaurants. Ah bah oui, parce que ça, c'est un boulot un peu difficile, donc c'est plutôt pour ceux qui viennent d'arriver que pour ceux qui sont là depuis 15 générations. Livreur Uber, bon, enfin, il y a quand même des tas de métiers de merde, et même d'ailleurs les urgences métiers le pénibles, week-end. quoi, bien sûr. Les urgences le week-end dans les hôpitaux. Alors donc, on ne veut pas d'immigration.
On ne parle que de ça. Et du coup, on ne parle pas de changement climatique. Mais quand le changement climatique sera vraiment en place, quand il y aura des régions entières où il fera chaud et humide, à un point que le corps humain ne sera plus en mesure d'évaporer, c'est ce qu'on appelle la chaleur humide. Si tu ne peux plus évaporer, tu ne peux pas refroidir. Donc, comme tu ne peux pas refroidir, tu as la température qui fait à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe si la chaleur humide atteint 42 degrés? Tu atteins 42 degrés. Alors tu vas dire, oui, ok, je reste à la maison, j'ai mon climatiseur. Ouais, mais tu ne peux rien faire, sauf rester à la maison. Et puis en plus, ce n'est pas forcément ces régions qui sont attendues en chaleur humide, ce n'est pas forcément des régions où les gens ont la clim et les maisons. Oui. Donc ça veut dire qu'en réalité, il y a des centaines de millions de gens qui vont bouger. Si tu veux lutter contre l'immigration, si vraiment c'est ton truc, lutte pour stabiliser le climat. Parce que ce qui va se passer, effectivement, ça va être énorme. Je veux dire qu'en réalité, on a une vision aujourd'hui de s'adapter au changement climatique, de continuer nos petites besognes du genre régler le problème de l'immigration. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment arrêter ce changement, car il va arriver à un point où on ne pourra plus. On le peut encore. C'est pareil pour l'érosion de la biodiversité. Il est encore temps d'agir. Mais une fois de plus, chaque fois qu'une espèce disparaîtra, elle ne réapparaîtra pas. Donc il est temps, non pas de se concentrer sur comment on s'adapte, mais sur arrêter ce changement qui va croissant. Parce que, en fait, ce que nous cherchons, c'est le moment où on ne peut plus s'adapter. Je le prends autrement. Quand un gamin casse ses jouets, il ne s'agit pas simplement de réparer ses jouets. Il s'agit de lui apprendre à ne plus les casser. Et ça, j'ai l'impression que là, on passe notre temps à réparer les jouets et qu'il faudrait peut-être qu'on s'intéresse à ceux qui cassent les jouets. On est dans un système qui arrive à cette capacité, et je crois que ça repose beaucoup peut-être un peu sur comment fonctionne Homo sapiens, sur le fait d'être capable, toi et moi, d'empathie, quelqu'un que j'aime beaucoup, hein, Marc-André, et j'ai une forte empathie vis-à-vis de toi. Mais si tu étais de l'autre côté de la planète, que je te connaîtrais pas, et qu'admettons tu étais dans un groupe politique différent du mien, bah peut-être que je te déshumaniserais dans le style où le pauvre il était dans un endroit où quelque chose s'est effondré sur sa gueule. Bon, ça m'affecterait moins. Toi, je te vois, je te considère comme faisant partie indirectement et directement de mon groupe, etc. Donc je suis touché par ta situation. Mais si t'en fais pas partie, je suis moins touché. Et t'as pas l'impression qu'aujourd'hui, forcément, toutes ces réponses court-termistes de il y a une crise migratoire, on va répondre avec des politiques, jouent sur la déshumanisation qui fait qu'en fait on en a littéralement plus rien à foutre et que tu as des personnes qui en ont littéralement rien à faire que des personnes meurent parce qu'ils ont l'impression, parce qu'ils ont une autre couleur de peau, parce qu'ils sont très très loin, et que ces champs politiques-là, ces schémas politiques-là réussissent en fait et ferment et mettent des frontières. Et c'est ça un peu ma question, c'est admettons si on y arrive, est-ce que c'est une solution court terme qui va faire pire, je vais enfoncer une porte ouverte, et qui va amener de toute façon à ce que ce soit inévitable, ou est-ce qu'au contraire ça peut nous amener et nous faire revenir à des heures les plus sombres de l'histoire de l'humanité? Moi je ne peux pas prédire la fin de l'histoire, hein, mais effectivement tu as raison, il y a toujours cette tendance d'avoir un cercle qu'on connaît. C'est pour ça que quand on est dans des circuits de production locaux, on risque bien moins d'abîmer les autres, hein, parce qu'on a une proximité plus forte. Et c'est vrai qu'on se barde d'indifférence. Et en fait, on a beaucoup de mal à avoir une relation équilibrée à l'autre. J'en donne deux exemples. Le premier, c'est que finalement, pas mal de choses qu'on fait, c'est une façon d'abîmer nos propres enfants, enfin nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants. Peut-être même avec le changement climatique ou l'érosion de la biodiversité, nos enfants, oui, dans certains cas. Je veux dire, notamment tous ces polluants, je parlais tout à l'heure des microplastiques ou des polluants éternels, les fluoroalkylés qu'on a mis dans l'environnement, là c'est clair que pour nos enfants c'est pas bon. Je donne deux chiffres pour illustrer ça. Hein. Le premier, c'est que en 50 ans, on a vu diviser par 2 le nombre de spermatozoïdes dans les éjaculats européens, enfin occidentaux en général. C'est-à-dire qu'on est moins fertile. On pense que les femmes sont moins fertiles aussi, mais comme en Occident, elles font des enfants de plus en plus tard, elles sont effectivement de moins en moins, elles ont de plus en plus de mal à avoir des enfants, mais il y a aussi l'effet de l'âge. Donc on a du mal à mesurer l'effet de l'environnement. Mais pour les spermatozoïdes, c'est clair, on en fait 2 fois moins en 50 ans. Et les cancers pédiatriques, hein, c'est les 0-19 ans, ça a augmenté de 40% en 50 ans. Et ça, c'est l'indice de la toxicité du milieu. Donc on est vraiment en train d'abîmer ce milieu d'une façon qui va impacter les générations suivantes. Mais c'est loin. On n'est pas capable de voir les générations suivantes. Il y a autre chose. C'est un truc que j'aborde dans mon livre. On est héritier d'une évolution biologique qui n'est pas belle dans la relation entre les deux sexes. C'est-à-dire pas belle? Vas-y, explique-nous. Il y a un point commun entre les moineaux et les dauphins. Ils violent. Alors, la première chose, c'est que c'est des bestioles bien sympathiques quand tu les regardes comme ça. C'est quand même 2 espèces où les mâles sont atroces
il harcèle les femelles. Tu as trouvé l'histoire. C'est Orelsan. Il a dit dans une musique qui s'appelle Simple et Basique, les dauphins sont des violeurs, méfie-toi des apparences. Voilà. Il va falloir que j'écoute ça parce que, effectivement, c'est très juste. Moi, je connais même, et je décris dans le livre, tout un tas de cas assez tordus. Il y a une espèce d'insecte qu'on appelle la mouche scorpion. Les mâles, ils ont une pince pour maintenir les femelles et les violer. C'est-à-dire que quand tu leur coupes la pince, ils arrivent à s'accoupler avec les femelles consentantes, mais ils n'arrivent pas, bien sûr, à s'accoupler avec celles qui essaient de se sauver. Mais donc c'est un principe évolutif qui leur a amené une pince. Oui, c'est de la sélection. L'idée, c'est que un mâle investit très peu dans la reproduction, d'accord ? Ouais. Ça lui coûte pas très cher. Oui, non, il vient, salut, et la femelle, elle est limitée par les ressources qui lui permettront de faire les petits, ou de faire les œufs. Et donc, qu'est-ce qui peut maximiser son nombre de descendants ? Parce que l'évolution, elle est aveugle. Plus tu as de descendants, plus tu es là à la génération suivante. Ouais. D'accord ? C'est un mécanisme vraiment aveugle. Eh bien, s'il y a des traits génétiques qui te permettent, enfin qui te poussent, ou qui te permettent physiquement, comme cette pince, de violer, à ce moment-là, tu vas avoir plus de descendants. Qui auront ce trait, s'ils sont mâles. Et ça, c'est horrible. Ça montre que l'évolution ne fait pas que des bonnes choses. Ce que je suis en train de dire, là, c'est pas une justification du viol. Alors attention. Hein. Bien sûr. Si jamais je t'explique comment se fait la plaque dentaire, et que je t'explique que quand elle devient un peu épaisse, ça fait des caries, je suis pas en train de justifier la carie. Et 2, je t'explique comment lutter contre la carie. Tu te brosses les dents, tu enlèves la plaque. Totalement. Donc, moi, ce que je dis, c'est que nous-mêmes, nous sommes... Bon, en France, par exemple, il y a 100 fois plus de plaintes de femmes pour viol que de plaintes d'hommes pour viol. Comme ça, c'est un délire à l'échelle mondiale, c'est clair. Et en fait, dans toutes les cultures, c'est pareil. Et dans toutes les espèces, c'est pareil. C'est les mâles qui violent les femelles. Bon, on est héritier de quelque chose qui est clairement biologique. Peut-être que culturellement, on l'a amplifié. Jusqu'à pas longtemps... le crime passionnel était une circonstance atténuante. Oui, ça passait au tribunal, c'est vrai. C'est comme excuse ou comme circonstance atténuante. Bon, mais disons-le, quelque part, dans la relation homme-femme, il traîne cet héritage que moi je trouve insupportable et que j'entends qu'on sache pour mieux lutter contre. On a vraiment des problèmes à voir l'autre et à réaliser notre relation à l'autre. Pour les raisons que tu as dit sur l'éloignement, mais même avec des autres qui nous sont proches, avec l'autre sexe, c'est problématique. Dans le livre, je parle aussi de façon un peu plus insidieuse, dont il arrive que tout aussi biologiquement, les femmes abîment les hommes. C'est un peu plus délicat à expliquer, mais il naît 105 hommes. C'est-à-dire pour 100 femmes. Et quand tu arrives dans les centenaires, il reste un homme pour 6 femmes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, c'est tout bête. L'espérance de vie des hommes est plus faible que celui des femmes, en effet. Elle est de 5 ans plus faible en France, par exemple. Oui. Et c'est dans toutes les cultures. Pourquoi ? Et même dans les milieux socioculturels où le travail n'est pas pénible. Ouais. Oui, parce que moi je pensais que c'était une pénibilité du travail. Enfin, moi j'ai pas la réponse à cette question. On aurait quand même du mal à imaginer pourquoi notre sélection naturelle aurait anticipé la pénibilité du travail en donnant 105 naissances d'hommes pour 100 naissances de femmes. L'histoire, elle peut se comprendre en regardant le point commun entre 2 espèces. On va recommencer, on va voir si tu le vois. Le cerf et l'hirondelle. Ah, c'est plus dur là. Ouais, je le vois pas. Je vois pas du tout. Alors, 2 animaux très différents femelles, déjà. Ouais. Les biches de cerf, elles ont des toutes petites cornes. Les cerfs, ils ont des cornes, ils se trimballent avec 5 à 10 kilos de pierre sur la tête. Hein. Totalement. Tu as envie de courir en forêt avec 5 à 10 kilos de pierre sur la tête ? C'est difficile. C'est bizarre avec les arbres, les branches et tout. Et même pour se défendre contre les autres, il suffirait de... Taille égale, bien sûr. Pourquoi c'est si grand ? Ouais. La queue des mâles d'hirondelle, elle est grande. Oui. Elle est tellement grande que ça empêche de voler bien. Si tu la raccourcis, ils volent mieux. Ok. Alors là, tu dis, comment ça peut apparaître ? Alors c'est maintenant qu'il faut comprendre la logique du sexe femelle dans le monde vivant. Ça coûte cher de faire des descendants à une femelle. Donc elle peut pas maximiser le nombre, comme pourrait le faire un mâle qui maximise le nombre de femelles, par exemple avec des conduites coercitives. Elle peut pas maximiser le nombre, il faut qu'elle maximise la qualité. Comment être sûr de la qualité d'un mâle ? C'est-à-dire comment être sûr que les gènes qu'amène un mâle vont permettre aux petits de bien survivre. C'est sa seule façon d'optimiser l'évolution. S'il survit avec 10 kilos de pierre sur la tête, ça s'appelle des ramures de cerf. S'il arrive à survivre avec une queue qui est trop grande, c'est trop bien. Donc si une femelle préfère ça, elle y pense pas, elle se dit pas oh là là. C'est inconscient, c'est dans le processus c'est instinctif. C'est juste que si elle choisit ce mâle, si elle a quelque chose qui la pousse à préférer ça, ça lui donnera de meilleurs descendants, sa préférence sera sélectionnée. Puisque les descendants seront meilleurs, survivront mieux, mais en même temps, ces descendants porteront, s'ils sont des mâles, une queue trop longue si c'est une hirondelle, ou des grands bois si ce sont des cerfs. Ça s'appelle la théorie du handicap. C'est qu'il y a des dynamiques qui s'enclenchent où
chaque fois que les femelles préfèrent des mâles qui survivent malgré des attributs handicapants, eh bien, tu fais des descendants de meilleure qualité. Ben, figure-toi qu'il se passe la même chose dans l'espèce humaine. Alors, c'est qu'en fait, Tu m'intéresses à fond. de façon innée et inconsciente, il n'y a pas là de culpabilité que je voudrais souligner, mais c'est comme ça. Non. Il y a une préférence légère, pas chez tous les individus, parfois maîtrisée culturellement, mais il y a une légère préférence pour des types qui ont une conduite courageuse et qui prennent des risques. Et de fait, on voit très bien que les garçons prennent des risques, surtout dans les tests psychologiques, quand ils sont observés par des filles. Ouais. Le bilan, On montre qu'on est téméraire. c'est que dans les 10 premières années de notre vie, il y a 10% de garçons qui meurent en plus que les filles, et ça vient sans doute de faiblesse physiologique. Ok. Les mâles sont paradoxalement un peu plus fragiles, un tout petit peu plus. C'est bien, mais c'est bien de le dire. Quand tu arrives à la puberté, quand tu es dans la tranche 10-20, là tu as 50% de surmortalité. Et quand tu regardes pourquoi ça a grandi, pourquoi le fossé s'est agrandi, tu t'aperçois que la surmortalité est surtout due à des conduites à risque, des prises de stupéfiants, des actes inconsidérés. Parce qu'en fait, on a, nous, notre handicap, c'est les conduites à risque. C'est bien décrit chez certains poissons aussi, où les mâles prennent des risques, surtout quand les femelles les regardent. Et parce que d'où le cette cliché d'un tendance- enfant, qu'un garçon grimpe sur tout et saute et veut être dans la performance, saute de plus en plus loin, quitte à limite se casser la jambe. Hein. Mais alors pourquoi ça? Alors, tu peux te dire, oh, c'est culturel, parce qu'on encourage les garçons à faire ceci, De la performance et les femmes compétition, à faire cela. éventuellement. C'est pas faux. Mais la question qu'il faut se poser, c'est jusqu'à quel point nos attitudes culturelles ne renforcent pas des tendances biologiques. Et ceci de façon dangereuse. C'est vrai qu'on dit à un garçon, faut être courageux, faut avoir peur de rien. Donc, c'est peut-être un héritage d'une culture, mais en même temps d'une culture qui s'est forgée sur des traits que nous avons depuis super longtemps. Comme on ne connaît pas ces traits, comme on les a jamais explicités, C'est un moment visités, eureka, là. Ouais. et prévus et anticipés, ils se contentent de forger notre culture dans le prolongement de notre biologie. Alors que nous, ce qu'on voudrait, c'est expliquer aux garçons qu'aujourd'hui, les filles, elles ont autre chose à foutre que de simplement choisir un mec qui saute d'une fenêtre du 10e étage et qui atterrit entier en bas, que les choses sont un peu plus compliquées, et expliquer aux filles que encourager les garçons, même à mots couverts, à faire des conneries, c'est pas une bonne idée. On a besoin de savoir ce qui sommeille au fond de nous, cette pulsion du viol qui peut exister, mais qui doit être réprimée, cette tendance à choisir celui qui est le plus courageux ou qui prend le plus de risques, ou pour les garçons à prendre des risques pour se faire remarquer. Excuse-moi, mais c'est le cliché dans toutes les œuvres américaines ou même les œuvres européennes, quand tu regardes un peu les trucs de lycéens. Alors on essaie de casser cette image dans la narration d'un film, mais c'est toujours le batteur de baseball, le capitaine de l'équipe, qui est la plus belle fille, toutes les filles le kiffent. S'il y a ce cliché-là, et généralement à la fin de l'histoire, parce qu'il faut un petit peu cette finalité qui nous fait du bien à tous, c'est le plus chétif et le plus faible et le plus intelligent, qui finalement, la fille tombe finalement amoureux de lui à la fin pour terminer l'histoire. Et c'est le capitaine de machin. Mais pourquoi? Mais parce que ça répond à un cliché qui est réel. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand j'étais à l'école, dites-nous vous en commentaire comment c'était, messieurs ou mesdemoiselles, si vous n'étiez pas amoureux du beau gosse de l'école, que toutes les filles adoraient parce qu'il avait l'air musclé, qu'il était sportif. Moi, je sais moi, je voyais mes copines, mes potes, mes potesses, les filles, regardaient beaucoup plus de l'enfance à l'adolescence, le gars qui était rebelle. Elles étaient attirées par le rebelle, par celui que, Mais voilà, le rebelle, celui qui c'est se la rebelle. prise de risque. C'est la prise de risque, celui qui se rebellait contre le professeur, celui qui était, celui qui prenait, dès qu'on partait faire, je sais pas, qu'on scout, c'est celui qui sautait à l'arbre d'arbre en arbre et tout ça. Et les filles sont, il est tellement courageux, il est tellement waouh. Mais c'est intéressant, ça. Ça veut vraiment dire que ça s'est même greffé dans nos systèmes. Et c'est pas une fatalité. Bien sûr, effectivement, ça a été renforcé culturellement. On peut pas dire que c'est pas. Oui, mais le monde a changé. Bien sûr, mais le monde a changé. Mais tu vois, un gringalet comme moi, il a quand même fini par épouser la plus belle fille du monde. Bravo, félicitations. Ah oui, alors bon, non, c'est la mienne, la plus belle femme du monde. Enfin, la deuxième plus belle. Enfin, voilà. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, c'est pas une fatalité. C'est ça. Et attention, je suis pas en train de dire que tout ça, ça culpabilise ceux qui portent ces traits. Simplement, ils sont coupables. Ils seront coupables dès lors qu'ils le sauront. Voilà. Dans leur formation. Ouais. Il faut vraiment qu'on soit aujourd'hui capable de comprendre ça, parce que c'est une façon d'aller vers... Mais ça, on l'explique pas. Ça, c'est quelque chose, c'est souvent, alors de nouveau, on attaque les personnes pour ce qu'elles font, et quand tu n'expliques pas, mais alors c'est pour tout plein de choses, la société de consommation avec notre dopamine, on attaque les gens, pourquoi t'as acheté cet iPhone, pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça, mais on ne répond pas en fait aux questions fondamentales. Je veux dire, Homo sapiens, ça a 300 000 ans.
Et on vit dans une époque d'abondance depuis 150 ans, et encore je dirais même depuis ces 50 dernières années. Comment est-ce que notre cerveau a pu s'adapter à ça? On parlait de sélection naturelle, d'évolution. C'est un vrai bordel dans le... Je veux dire, comment se passe l'évolution dans ce genre de cas? C'est trop lent. Mais oui, alors, mais cela dit, il y a des milliers de générations avant, donc on porte sur les épaules le poids de ce qui a eu le plus de succès avant. Comme dans Kikiner les filles pour avoir plus de descendants. Ou quand on est une fille, de choisir des mecs qui se comportent de façon un peu stupide, parce que s'ils survivent, c'est qu'ils sont pas trop mauvais génétiquement. Tu vois, le truc, c'est que on est héritier d'une sélection biologique Totalement. Qui a fonctionné lentement, parce que l'évolution culturelle va plus vite, c'est sûr. Hein. On pratique, il n'y a qu'à voir, le téléphone portable n'existait pas il y a 30 ans, donc les pratiques culturelles évoluent beaucoup plus vite. Mais c'est pas parce qu'elles évoluent vite qu'on n'est pas aussi le produit de ça. Et cette évolution biologique, elle a un défaut. C'est qu'elle a sélectionné ceux capables de se reproduire avant. Donc en fait, souvent, c'est ceux qui étaient adaptés aux conditions d'avant. Tu me fais penser au film Idiocratie. Allez voir ce film. Je ne sais pas si tu le connais. Oui, il est très dur. Mais il est très dur, mais le début raconte des choses. Bon, voilà, pardon, continue. Alors, Idiocratie, on pourra aller le voir, mais tu vois, sur les îles du Pacifique, par exemple, où il y avait des disettes récurrentes, parce qu'ils étaient sur des toutes petites îles, il n'y avait pas forcément assez à manger, ça a sélectionné des organismes dans lesquels l'organisme était capable de mettre du sucre dans le sang, quelle que soit l'alimentation, malgré tout, et capable aussi de faire beaucoup de réserves dès qu'il y avait un peu à manger. Quand ces populations polynésiennes sont rentrées dans les nourritures à l'occidentale, il s'est passé un désastre. Ça a donné des taux d'obésité et des taux de diabète absolument records, de l'ordre de 90% de la population dans certains coins. Pourquoi ? Parce que ce qui était adapté à ce mode de vie-là, quand ils ont eu brutalement changé de mode de vie vers une alimentation plus régulière et plus riche, ils ont continué à mettre en réserve autant que possible et à mettre dans le sang, l'organisme va continuer à mettre dans le sang autant de sucre que possible. Et là, c'était plus du tout une bonne idée. Et c'est exactement sur la sélection sexuelle que j'évoquais la même chose. C'est qu'on est héritier de ce qui a fait le succès du passé, mais aujourd'hui, dans les conditions actuelles, c'est plus forcément de mise. Et ça veut dire qu'il faut prévoir. En l'occurrence, si on est dans ces populations-là, il faut adapter son alimentation pour ne pas effectivement avoir de prise de poids ou de risque de diabète. Alors peut-être que tes auditeurs, ils se sont dit, ils ont complètement déliré, ils sont partis en vrac, mais pas du tout. Parce que, on parle de la relation aux autres, et on était parti de ça. Deuxièmement, on parle de notre lien au vivant, et le vivant, c'est aussi cette espèce de pyramide d'êtres vivants qui nous ont précédés, qui nous ont légué des choses qui leur ont permis de survivre. Et certaines sont géniales, je veux dire, par exemple, c'est comme ça que je parle. Bien sûr. Mais, alors c'est peut-être pas génial, peut-être qu'il y en a qui ont déjà coupé la vidéo. Mais... Non, pas forcément, c'est un format long à dessin. Donc, Mais, on a aussi hérité de trucs pas terribles. Et ça, c'est un truc qu'il faut qu'on gère, c'est le vivant. T'as pas peur que ça ramène des théories d'eugénisme, etc. Mais pas du tout. Parce que grâce à la culture, on peut s'adapter. Typiquement, tu peux modifier ton alimentation en fonction de ce que sont tes gènes. Et typiquement aujourd'hui, on sait très bien que pour la plupart des Européens, c'est pas bon de manger trop gras avec des conservateurs et avec des édulcorants et avec des émulsifiants. Bon, une fois qu'on le sait, on n'a qu'à ne pas acheter de l'alimentation ultra transformée. C'est tellement bon. Le problème, c'est que pour moi, tu mets un plat où on te dit ça, c'est méga transformé, c'est horrible, et d'ici longtemps, ça va te provoquer cancer, perturbateurs endocriniens, différents types de maladies. Et de l'autre côté, t'as un truc super moins de goût, mais qui sur le papier est très très bon pour ta santé. Le problème qu'il y a, c'est que tu fais goûter ça à des enfants, ils vont focaliser sur le truc qui a du goût, quoi. Tu sais, c'est un peu comme pour les Polynésiens. Nous-mêmes, on est construits biologiquement pour aller vers les aliments les plus énergétiques, parce qu'autrefois on les rencontrait pas beaucoup, et que donc il fallait les chercher activement. C'est pour ça qu'on aime bien le sucré. C'est pour ça qu'on aime bien le gras. On est héritier de ça, et maintenant c'est plus adapté du tout. Mais il y a l'évolution culturelle. Une fois qu'on a compris qu'on est héritier de ces descendances, on peut très bien penser à former nos gamins différemment. C'est ça. C'est-à-dire en leur présentant des modèles différents. Et notamment en apprenant à faire bien la cuisine sur des trucs sympatoches. Et tu penses que ça peut avoir un effet, alors ça c'est une grande question, et je serais trop curieux de savoir si ce serait possible, avoir un effet culturel, admettons, dans une zone, admettons, je sais pas, ça devient mondial. Et il y a une nouvelle culture de la bonne bouffe, mais que culturellement parlant, tu arrives à l'établir, que la génération suivante suit le même régime d'un point de vue culturel. Est-ce qu'il peut y avoir un processus évolutif qui va faire que tu vas avoir plus de goût ou que ton cerveau va t'envoyer plus de choses positives sur le fait de manger de la salade que de prendre un bon pot de Nutella? Tu vois ce que je veux dire? Alors,
Ça le fait plus ou moins en ce sens que on est sélectionné par ce qu'on mange. Par exemple, dans les populations qui ont pris des céréales, bon ça c'est un trait culturel, hein, d'élever des céréales, de les récolter, riz en Asie, maïs en Amérique centrale, au Moyen-Orient et en Europe, historiquement c'était le blé et l'orge. Dans toutes ces populations, ça a lentement sélectionné des individus qui digèrent mieux l'amidon, notamment qui produisent plus dans la salive une enzyme qu'on appelle l'amylase et qui coupe l'amidon en petits morceaux. Les morceaux d'amidon, les petits morceaux élémentaires, c'est du sucre, c'est du glucose. Donc en fait, le fait d'avoir des céréales et donc de manger beaucoup d'amidon, c'est ce qu'il y a dans les céréales, ça a sélectionné les gens qui digèrent mieux l'amidon. Et aujourd'hui, on voit très bien que quand on se compare à des Inuits ou à des chasseurs-cueilleurs d'Afrique, eh bien, on a des amylases dans toutes ces populations-là beaucoup plus efficaces que des gens qui mangent un régime alimentaire mélangé, moins riche en amidon. De même, dans toutes les populations où on a du lait, c'est-à-dire qu'on élève des vaches et on les traite, on n'est pas obligé de les traire, hein. On n'est pas obligé d'en élever non plus. Mais partout où on a du lait, on a des hauts niveaux d'adultes capables de digérer le lactose, qui est le sucre du lait, alors que c'est pas normal du tout, hein. Chez les mammifères, en général, les adultes ne digèrent pas le lactose. Et du coup, ils touchent pas au lait. Donc on a été sélectionné par le fait d'avoir du lait pour le digérer. C'est ça. Donc, on est descendant de personnes qui ont été tolérantes à ça. Et en fait, on est l'héritage de ce truc où ça s'est bien passé. Voilà. Quoi. C'est ça. Enfin, ceux qui étaient capables de digérer ont eu plus de descendants. Alors, c'est un petit avantage à chaque génération, mais à la fin, on aboutit à plus de 80% des Suédois qui digèrent le lactose. Oui. Et sachant qu'il y a des gens qui nous regardent qui sont intolérants au lactose. Et il reste toujours des gens, mais ceux-là, c'est un peu l'état d'origine, quoi, qui ne tolèrent pas le lactose. Alors, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, l'obésité, on sait qu'il y a certains gènes qui favorisent l'obésité. Ça ne veut pas dire qu'on devient obèse quand on les a. Ça dépend ce qu'on mange. Bien sûr. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, ces gènes-là sont en train d'être contre-sélectionnés. Parce qu'on sait très bien que les surpoids diminuent le nombre d'enfants. Et c'est notamment, ça pèse très fortement sur les femmes où les grossesses deviennent difficiles. Donc on voit très bien que là, on a un processus de sélection naturelle derrière l'obésité qui se produit. C'est-à-dire que la part génétique qu'il y a derrière l'obésité est en train de se reproduire moins que les fonds génétiques, que les types génétiques qui sont moins sensibles à l'obésité. Donc ça continue. Et on voudrait arriver à gérer ça, parce que c'est quand même insupportable de penser que certains d'entre nous sont condamnés à avoir moins d'enfants, ou de vivre obèse d'ailleurs, parce que c'est pas agréable non plus. De statistique et de large sur un gros panel de population. Ça n'empêche pas qu'il y ait des personnes qui sont peut-être en état d'obésité et qui arrivent à avoir 8 enfants, quoi. C'est bien sûr. Mais en moyenne, les traits qui prédisposent à ça sont en train de régresser dans la population à cause justement parce que l'état d'obésité, outre un certain nombre de problèmes physiologiques, c'est quand même assez lourd à porter. C'est outre ces problèmes physiologiques, il y a des problèmes de reproduction. Alors, donc, nos cultures jouent dans notre évolution biologique. C'est fort, hein. C'est-à-dire qu'on a une évolution biologique, une évolution culturelle, et le dialogue par-dessus notre tête, hein, c'est un truc important. Moi, j'essaie de comprendre quelle est la vitesse d'évolution. Ça, j'arrive pas. On arrive un peu aux théories de Darwin. Enfin, c'est ça. Mais on est dans l'application de ça à l'homme. Exactement. Quelque chose qui j'ai vu sur Internet récemment, que c'est encore très réfuté, alors que pourtant on a des traces, on a des preuves avec des ossements, qu'il y a une évolution de plein de choses. Bref, on est même capable sur les dernières années, entre les papillons d'une époque et maintenant, de voir qu'il y a des évolutions. Et toi, t'as la tête dans le guidon, donc toi-même, t'as pu forcément le constater. Mais alors moi, c'est ça un peu la question que je voudrais savoir, c'est combien de temps ça prend pour qu'un processus fasse en sorte que nous évoluons. Je te donne un exemple. Est-ce que le fait d'être une génération constamment, je sais pas moi, sur l'ordinateur, ce qui date de nos 50 dernières années, j'imagine, on va dire, fait que nos enfants vont, quoi qu'il arrive, avoir le dos un peu plus courbé, tu vois. Parce que ça permet de faciliter l'usage d'autres muscles. J'en sais rien, je pose ça là. C'est pas con, mais c'est très lent. Les évolutions biologiques sont assez lentes. Est-ce qu'on a pu mesurer ça, Alors, la vitesse? on a des mesures, hein. On sait. On se représente par exemple pour la tolérance au lactose. Alors on va pas prendre la France, parce qu'en France il y a beaucoup de populations qui ont immigré et qui viennent d'endroits où on ne consommait pas de lait. On peut prendre la Suède. Là il y a moins d'immigration et on est sur 80% de gens qui tolèrent le lactose à l'âge adulte. On part quelque part il y a 4-5 000 ans de probablement quelque chose qui est entre 0 et 15 maximum %.
Donc ça, c'est une évolution qui montre en 4500 ans. En 4500 ans, enfin en 5000 ans en gros, tu es capable de passer de 10 à 80% d'individus qui présentent un trait. C'est une réduction d'autant pour ceux qui n'ont pas ce trait-là. Waouh, attends, mais c'est Alors incroyable. ça, c'est une des plus fortes accélérations évolutives qui soit décrite pour l'homme. Ouais. Après, il y a aussi des moments où ça va très vite, où c'est pas drôle, et ça nous rappelle que la sélection naturelle, il y en a certains qui réussissent, puis il y a des perdants. Bien sûr. C'est que quand la grande peste est arrivée, on tue plus de 30% des Européens, peut-être même 50%. Et en fait, on ne les tue pas au hasard. Il y en a qui sont plus sensibles, et en fait, les gènes qui rendent sensibles, c'est un peu par hasard et pas de chance, hein, parce que la peste, elle arrive, elle n'était pas là avant. Et en fait, les gènes qui rendent sensibles disparaissent pratiquement de la population européenne. Ah oui. Et là, en l'espace de le temps que ça a duré, alors il y a eu des rebonds sur la peste, mais en gros, là, c'est quelques décennies. Donc, ça peut aller très vite, mais le plus souvent, en revanche, ça va lentement. Mais donc, et donc, il n'y a pas de règle générale. Et de toute façon, ça va plus lentement que l'évolution culturelle. Oui, ça. Et ça, c'est dangereux, parce que quand tu inventes des nouvelles solutions, tu n'es pas forcément adapté à ces solutions. Ouais. Quand tu inventes des pesticides, tu n'es pas forcément adapté aux pesticides. Mais justement, parlons-en. À quel niveau est-ce que les pesticides rentrent là-dedans Tout à l'heure, tu vois, je te parlais de l'augmentation des cancers, de 40% en 50 ans des cancers des enfants. Ça montre qu'on n'est pas adapté à tout un tas de molécules qui traînent autour de nous. Pesticides, conservateurs, produits ménagers, produits odorants, désodorants, tout ce que tu veux. Hein. Là-dedans, il n'y a peut-être que 1% de toxiques, de vraiment toxiques génétiquement pour nous, hein, ou auxquels on n'est pas adapté. Mais 1% de 350 000 molécules inventées par l'homme, ça fait déjà du monde. Hein. Ah oui, ça fait beaucoup de pourcents. Ça fait 3500, c'est ça Alors, oui, voilà, c'est ça. Mais enfin, le truc, c'est que même si toutes les molécules sont pas dangereuses, quand on invente plein, tu finis par avoir plein de problèmes. Alors, mais comment ça se fait en pratique? Comment ça se fait dans la... Alors, c'est pas des molécules qui nous tuent, mais c'est des molécules auxquelles on n'est pas forcément capable de réagir, qu'on n'est pas forcément capable de détruire, ou dont on n'est pas forcément capable de contrer l'effet sur notre physiologie, ou même l'effet cancérigène. Voilà. Et donc, il est certain qu'aujourd'hui, on est plus ou moins adapté à ces contaminations au lindane, par exemple, qu'on a dans notre organisme, qui est donc ce pesticide interdit en 98, mais qui est toujours là. On n'est pas égaux devant ça. Un peu par hasard, mais il y en a qui sont plus susceptibles que d'autres. Donc en réalité, tout ce qu'on a changé dans notre environnement, et notamment dans notre environnement chimique, on n'est pas tous égaux vis-à-vis de ça. Mais alors là, on est égaux, c'est qu'on en a introduit tellement qu'en réalité, on a tous notre tendon d'Achille qui est activé dans cette histoire-là. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est que notre évolution culturelle va très très vite, ça change, les habitudes culturelles changent plus vite que les sélections dont je t'ai parlé, là, où il faut au moins, pour la peste par exemple, c'est au moins... plusieurs décennies. Donc, les pratiques culturelles, l'invention et la généralisation de l'utilisation d'une molécule ou d'une poêle Tefal, ça va plus vite. Hein. Bien sûr. Bon, en fait, moi, c'est une de mes craintes. Et c'est une crainte qu'il faut avoir et qu'on peut gérer si on l'observe. C'est qu'en fait, en changeant le monde de plus en plus vite grâce à notre évolution culturelle, on crée un contexte dans lequel on n'est pas nul, aucun d'entre nous n'est vraiment bien adapté. Et notre évolution biologique, comme elle est plus lente, elle rame pour nous adapter. Et si elle le fait, au passage, c'est qu'il y en a qui sont perdants. C'est-à-dire qui meurent dans d'autres souffrances ou qui ont moins d'enfants. Donc le truc, c'est de se dire à un moment, c'est bien le culte de la nouveauté. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on se dise que le neuf, il ne vaut que si on prend vraiment le temps d'évaluer sa toxicité pour l'homme. Que ce soit dans l'alimentation, que ce soit de nouvelles molécules, que ce soit de nouveaux procédés. Parce que l'évolution culturelle, ça peut aller très très vite, mais l'évolution biologique qui nous adapte à la nouveauté va plus lentement. Et si jamais il y a des choses qui sont pas bonnes pour certains d'entre nous dans nos innovations, ça va être lent de les éliminer. Et d'ailleurs, c'est pas moralement acceptable de les laisser être éliminés par l'introduction de ces substances. C'est ça. Je donne un exemple très concret qui est intéressant. Une forme de pollution, c'est l'écran lumière bleue du téléphone, qui perturbe littéralement le sommeil, production de mélanine, et tout ça. Et tu vois, c'est un peu inattendu, tu le découvres après coup. Tu dis, la lumière bleue, qu'est-ce que ça peut faire? Ben voilà, ça perturbe tout le sommeil, ça amène à tout un changement chimique dans le fonctionnement du corps, parce que forcément le sommeil est altéré. Mais alors le temps que notre réponse biologique, par sélection naturelle, se fasse, on n'est plus sur la lumière bleue du téléphone, on est dans l'Apple Vision. Alors, c'est ça. Parce que pour la lumière bleue, moi j'ai un programme qui baisse la quantité de bleu dans mon ordinateur à partir de 6 heures. Mais toi, tu vas dessus et tu actives l'option. Plein de gens se disent non, tranquille, il n'y a pas de problème, je vois pas le rapport. Ça commence à se savoir. Mais aujourd'hui, maintenant, je sais pas si tu sais, tu portes des lunettes. Moi, il y a un truc qui me fait peur. On a d'autres stimuli. Pourquoi est-ce que dans les pays riches, on a autant à porter des lunettes? Ou alors, ça se trouve, tout le monde est myope partout, mais sauf que dans les pays riches, on a de quoi se les payer. Ça aide. Ça aide beaucoup. Malheureusement. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé que tout d'un coup, je veux dire, nos yeux, c'est quand même
important dans notre évolution. C'est quand même quelque chose qui est méga important. Qu'est-ce qui s'est passé que quelque chose d'aussi précieux fasse que tout d'un coup, on soit autant de pourcentage de la population à être myope ou être presbyte. Je suis sûr que ceux qui nous regardent, ils mettent des lentilles ou ils mettent des lunettes aussi. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est pas les écrans qui nous ont tous pété. Sur l'inégalité par rapport aux lunettes, il y a des inégalités sociales et d'ailleurs, je signale qu'il y a des programmes qui permettent, quand on a des lunettes usées, de les donner à des opticiens qui les récupèrent et qui les recyclent Bien sûr. vers d'autres utilisateurs. Hein. Donc bon, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. L'histoire est assez amusante parce qu'elle nous ramène à ce problème qu'on est adapté à ce que nos ancêtres ont vécu et que quand on rajoute des nouvelles choses, on n'y est pas adapté. L'une des causes de la fréquence de la myopie, je parle de la myopie, hein, c'est mon cas. Myope, je ne vois pas au loin, je vois bien de près. Voilà. Donc c'est sans doute multicausal, mais une des raisons de l'incidence élevée de la myopie, c'est qu'en fait, quand on mange beaucoup de sucre quand on est jeune, ça provoque des problèmes développementaux au niveau des yeux qui induisent de la myopie. Et donc, nous, on mange beaucoup de sucre. Avant l'homme, historiquement, le sucre, c'était quand on pouvait faire main basse sur des fruits. Et puis, quand on digérait de l'amidon, de graines. Mais dans notre alimentation de chasseurs-cueilleurs historiques, il n'y en avait pas tant que ça. Et en fait, des fruits, il n'y en avait pas à toutes les saisons. Donc en fait, on s'est retrouvé à ne pas être tout à fait adapté au niveau de sucre. Et chez certains individus, c'est une des causes de la myopie. Wow. Et ça, tu vois, ça remonte loin parce que l'abondance de sucre, bah, en gros, ça va commencer quand avec les colonies, on commence à avoir du sucre de canne qui revient. Et quand on va développer, lors de blocus qui empêchent d'avoir accès à ce sucre-là, la betterave sucrière. C'est ça, voilà. Et on commence à avoir du sucre raffiné en grande quantité. Je parle vraiment de mémoire, mais je crois qu'on a multiplié par 10 la quantité de sucre ingéré par l'homme entre le XVIIe et le XXe siècle. Et donc, il y en a qui ne sont pas adaptés à ça, et c'est une des causes de la myopie. Après, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire, il y a peut-être d'autres raisons. Non, bien sûr, mais c'est intéressant ce truc-là, parce que ça me permet, moi, de mieux comprendre aussi tout ce qu'on fait, et on est dans une société industrielle où tout va très vite, où notre culture s'adapte à ce qui est disponible que l'industrie crée, et que l'industrie crée des cultures, hein, c'est comme ça qu'elle fonctionne, et qui fait que notre réponse, elle est tardive, elle nous amène plein de petits soucis. Maintenant, alors là, on n'en meurt pas de la myopie. Non. Surtout qu'en plus, on excuse-moi, attends, on n'en meurt pas, mais, excuse-moi, je suis parti en Amazonie il y a 2 ans, là. Aider les peuples autochtones, il y a des vidéos sur la chaîne. À leur demande, je suis pas venu faire le white saviorisme ou néocolonisateur. Je perds mes lunettes et je suis au milieu de cette forêt. Non mais. Mes chances de survie, elles chutent, hein. Parce que je ne vois pas les détails, je vois pas si un danger approche, je vois pas, et même, excuse-moi, je suis dans la rue, je vois pas si un vélo me fonce dessus. Donc, mes chances de survie, je perds mes lunettes, je les casse dans un milieu hostile, je suis fucked up, hein, vraiment. Ouais, enfin, voilà. Mais t'as raison. Et finalement, même le fait d'avoir une légère probabilité, en plus de mourir, dans une sélection naturelle, sur plusieurs générations, ça finit par, en cumulant, faire régresser certains traits et progresser d'autres traits. Donc c'est vrai, mais tu vois, c'est des effets qui sont faibles dans le temps en termes d'effets sur la population. Mais sur les individus, il y a aussi tout le confort. Et je compatis, parce que moi, je suis presbyte. Et c'est vrai que... Tu ne vas pas baigner de près alors. Ah bah de toute façon, je suis entouré de 2 mètres où il ne se passe rien. Au-delà, ça va, là, je te vois à peu près. Mais ne t'approche pas trop, sinon je deviens flou. Je te reconnaîtrai pas. Mais c'est ça qui est dingue. Mais alors, forcément, là pour l'instant, on a des usines, on a cet appareil industriel qui nous permet de produire ces lunettes. Ça peut être compliqué d'être Homo sapiens avec autant de pourcentage de la population. Tu sais, en Belgique, je sais pas les chiffres en France, on a 8% de la population qui est malentendante. À partir du moment où tu as cet appareil industriel qui périclite potentiellement, qu'on n'arrive pas à transformer, à adapter au changement climatique, ça fait quand même une sacrée part de la population mondiale qui se retrouve avec des handicaps à vif. Et... Oui, alors, bon, il n'est pas dit que nos sociétés vont collapser, hein. Moi, je fais tout et tu fais tout aussi, d'ailleurs, je pense, pour éviter que ça se passe. Donner de l'information pour voir que ça se passe. Oui. Mais je réalise que tout à l'heure, tu m'as parlé d'un truc super important. Tu m'as dit, est-ce qu'il n'y a pas une tentation d'eugénisme? Le but n'est pas de tuer tous les gens qui risquent d'être obèses, de tuer tous les gens qui risquent d'être myopes et tout. Non, c'est pas ça. Au contraire, moi, je pense que l'idée, c'est de se dire qu'on a une évolution culturelle qui nous paraît parée à ça, et c'est de trouver les conditions de vie qui conviennent mieux à tous, bien sûr, voire même quand on a certains gènes, quand on a certaines caractéristiques, d'avoir une alimentation appropriée. Après tout, les gens qui ont des hypercholestérolémies familiales, on leur apprend à manger une alimentation pauvre en cholestérol. C'est mon cas, hein. Je le fais pas toujours. Les petits gâteaux de tout à l'heure, j'aurais pas dû les prendre, je les ai pris. Mais tu vois, donc il y a des gestes culturellement, on peut anticiper ça. Ouais. Et alors il y a cette grande crainte de dire, ah bah oui, alors, du coup,
les trucs génétiquement pas adaptés vont survivre et on va tous être des malades si jamais la société et la civilisation ne sont plus là pour nous donner les traitements, les lunettes, les aliments qu'il nous faut. Bon, moi je pense qu'il faut pas avoir peur de ça. De toute façon, ça fait longtemps qu'on ne peut pas survivre dans la nature. Je veux dire, si demain la société disparaît, les gens ils crèveront pas de myopie, ils crèveront pas d'obésité, ils crèveront parce qu'on ne sait plus se nourrir tout seul, parce qu'on est complètement incapable à Bruxelles par exemple de vivre en hiver sans vêtements. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Donc ça fait bien longtemps qu'on n'est plus capable de vivre sans ce que nous prodigue la civilisation. Et donc moi je n'ai absolument aucune inquiétude sur le fait de maintenir certains gènes qui ne permettent pas de vivre sans aide de la société, parce que là aussi, on revient à un truc qu'on a dit tout à l'heure, on n'est jamais autonome. On est toujours aidé par les autres. Et simplement, il faut le penser et l'organiser. Donc moi, je ne suis pas pour faire de l'eugénisme. D'ailleurs, on a vu ce que ça a donné. Ah oui, bien sûr. Ça a été dans les années 20, 30, ça a donné des dérives terribles, où on stérilisait les alcooliques, bon, c'était des trucs absolument monstrueux et qui, en fait, quand on les étudie génétiquement, n'arrivent pas à renverser les tendances sélectives. Non, ce qu'il faut, c'est utiliser notre évolution culturelle pour améliorer les choses. Et bien justement, évolution culturelle. Moi, je voudrais essayer de comprendre, tu vois, aujourd'hui, est-ce qu'il est possible, dans le système agro-industriel dans lequel nous sommes, qui est mondialisé, et qui tend à se mondialiser davantage, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de nourrir 8 milliards de personnes, voire plus, avec de l'agroécologie, en changeant complètement le système dans lequel on est. Parce que j'ai l'impression que ce système, si on y est passé, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il a permis et qu'il permet encore de nourrir beaucoup de gens, qu'il tue les sols, qu'il ait une forme de paix de Damoclès au-dessus de nos têtes. C'est comme si, au plus, on se tape le bon burger bien dégoulinant avec un gros écosystème. Et j'ai adoré cette image de la nourriture qui représente un écosystème mondial, qui se retrouve dans notre assiette. Et que plus on mange cet écosystème énergivore, qui a nécessité beaucoup d'énergie, qui a beaucoup tué et émis beaucoup de pollution, que entre-temps, j'ai mangé un et t'as de plus en plus cette guillotine qui est en train de descendre. Est-ce qu'il est possible d'en sortir, passer à autre chose, ou est-ce qu'on va vivre dans un mix des deux? Qu'est-ce que tu préconises? Quelles sont déjà les problématiques? Et est-ce qu'il est possible de nourrir la population mondiale différemment que comment on fait aujourd'hui? C'est cette histoire de la notice. On y revient. L'idée, c'est que on a trouvé une voie pour produire en quantité. Et d'ailleurs, l'agriculture conventionnelle, avec ses pesticides, ses engrais qui sont riches en cadmium, et le labour qui défonce les sols au point qu'ils s'érodent, ils partent dans l'eau et dans l'air 10 à 20 fois plus vite que si on labourait pas, donc ils sont en train de disparaître. C'est pas durable, ça. Cette agriculture-là, elle a une vertu, c'est qu'il n'y a plus de famine. Et ça, on l'oublie. Tous les 5 à 10 ans, en Europe, au 19e, on a faim. Voire même très très faim. Lors de la famine de la pomme de terre, il y a quand même 1 million d'Irlandais qui meurent, sous les yeux des Anglais qui s'en foutent un petit peu. À l'époque, l'Irlande est anglaise. Et il y en a 2 millions qui partent et qui fondent toute la colonie irlandaise catholique aux États-Unis. Donc, il y a une vertu de ça, mais le problème, c'est que si on a résolu le problème quantitatif, on a créé des problèmes qualitatifs qui sont non seulement des problèmes sur l'environnement, mais des problèmes pour notre santé et pour la durabilité, et pour nos enfants. Et on ne peut pas dire que ce système est un système qui nourrit l'immunité, puisqu'il la nourrit avec des teneurs de pesticides et de cadmium qui ne sont pas bons pour la santé, et qu'il ne nourrira pas l'avenir de l'humanité, puisque les sols s'érodent, et que la biodiversité s'effondre sous l'effet des pesticides. Biodiversité qui permet aux écosystèmes et aux sols de fonctionner. Donc maintenant qu'on a lu la notice, c'est là qu'on en vient à l'agroécologie, il y a d'autres façons de faire. Rapidement, je paraphrase pas, mais ça veut dire que comme ça nous a apporté des résultats là concrets, c'est ok, super, bon, on peut manger tous à profusion, bah c'est cool. Donc de nouveau, on n'a pas lu la notice, on se base sur cet effet un peu court-termiste qui produit. Et c'était l'urgence. C'était l'urgence. Les gens qui ont inventé ça ne sont pas des terroristes. Non, ceux qui veulent le maintenir contre vents et marées, si, parce que maintenant on voit très bien ce que ça fait sur la santé, et on voit très bien que c'est pas durable. Voilà. Alors maintenant, nous, écologues, on a déchiffrer des bribes de la notice du monde. S'il y avait une notice, on voit comment ça marche. Et on offre d'autres moyens de fonctionner qui n'ont pas ces défauts. On propose, on le disait, de remettre du fumier, et notamment du fumier humain dans les champs, pour n'avoir qu'à compléter avec les engrais minéraux. On propose d'autres méthodes pour lutter contre les maladies et les mauvaises herbes. Tiens, sur les maladies par exemple, on propose des plantes résistantes. Et on propose pas seulement de faire une plante résistante avec une résistance à un pathogène, mais on se dit, tiens, s'il y a plusieurs résistances dans la plante, s'il y a plusieurs moyens d'empêcher le champignon ou l'insecte de s'installer,
Eh bien, l'insecte ou le champignon mutant qui sera capable d'éviter les 3 façons dont elles se défendent, il faudra qu'il ait en même temps, le même individu, 3 mutations. Et ça, statistiquement, c'est pas possible. C'est-à-dire 3 principes évolutifs. Par exemple, oui, c'est ça. Une plante qui fait 3 molécules insecticides différentes. Donc elle-même, la plante produit son insecticide. Ça arrive, les plantes en produisent plein. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne faut pas manger n'importe quelle plante. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais plus des 3/4 des plantes, si tu les manges, soit tu as la diarrhée, soit tu en meurs. Donc les plantes sont bourrées. Évolutif. Oui, elles sont bourrées de molécules de défense. C'est ça. Mais alors, parce que de nouveau, je précise, et peut-être qu'il y a des gens qui sont des quiches comme moi en agriculture et en agroécologie, et c'est pour ça que c'est important que je revienne un peu derrière pour mettre 2-3 mots. Si on parle justement de cette défense, c'est parce que contre les champignons, contre les insectes, c'est parce que il faut protéger ces plantes pour qu'on puisse les consommer. Alors oui, t'as raison de replacer les choses. L'idée, c'est qu'il faut protéger nos cultures pour les manger nous. On cultive pas les trucs pour que les champignons. C'est pour ça qu'on utilise des glyphosates, c'est pour ça qu'on utilise pas des désherbants, mais des trucs qui empêchent les espèces invasives. C'est pour protéger notre stock de nourriture, en quelque sorte. Avant, c'était l'épouvantail, maintenant, c'est des produits chimiques. Vous voyez le délire un peu? Enfin, voilà, je donne un cliché. Si au lieu de choisir des bonnes molécules pour protéger tes cultures, tu fais, quand tu sélectionnes tes variétés, des variétés qui ont des résistances multiples, plusieurs façons de se battre. Qui existent déjà, voilà. Champignons. Et ça, c'est juste une autre façon de sélectionner. Déjà, donc, si elles ont 3 moyens d'empêcher un champignon de rentrer, le champignon qui arrivera à rentrer quand même, c'est un triple mutant. Il a 3 mutations qui l'adaptent chacune à l'une des méthodes de lutte. Chez le champignon. Et un champignon triple mutant, ça a peu de chances d'exister. Qu'il y ait une mutation qui permette de résister à l'une des méthodes de lutte de la plante, possible. 2, par chance, ça peut être un mutant double, il peut y avoir 2 mutations, mais 3, c'est impossible. Donc, on peut fabriquer, et pour la vigne, elle consomme énormément de pesticides. 80% des intrants dans le vignoble, c'est des pesticides pour lutter contre le mildiou et l'oïdium. L'INRAE, donc l'Institut de recherche agronomique français, a produit des plants qui ont des résistances multiples. Et aujourd'hui, ces plants-là, c'est 0 pesticide. C'est tout. Et alors en plus, donc c'est moins cher. Et comme tu passes pas avec ton tracteur pour répandre ça, tu écrases moins le sol, donc tu as moins besoin de labourer puisque ton sol n'est pas écrabouillé par la houe de ton tracteur. Donc il y a des solutions sur les variétés. Il y a des solutions en mélangeant les espèces et les variétés pour faire des paysages dans les champs où, quand un champignon ou un insecte arrive à se développer sur un plant, à côté, c'est un plant qui est d'une variété différente ou d'une espèce différente. Et là, il n'arrive pas à s'installer. Donc ça fait des champs mélangés. Tu peux mettre des haies. Une des fonctions des haies, c'est d'empêcher la propagation des pathogènes. On l'a oublié parce qu'on a commencé à arracher les haies. On en arrache encore 20 000 km en France. C'est vrai. Et le gouvernement paye pour en planter 3 000 km par an. Ah oui, donc on est en négatif. On est en négatif. Or, on s'en est pas aperçu parce qu'on avait des pesticides pour lutter contre les maladies quand on a commencé à les arracher, mais elles sont un moyen de lutter contre la transmission des maladies. Alors, je dis pas qu'on fera du 0 pesticides, mais je dis qu'à un moment, si on a toutes les autres armes, des champs avec des variétés mélangées, voire des espèces mélangées, des haies, peut-être que les pesticides, on les utilisera que à la dernière minute certaines années. Du coup, ça ne sélectionnera pas beaucoup de résistance chez les champignons ou les insectes dont on veut se débarrasser, et on pourra travailler avec des petites doses. Moi, je ne dis pas 0 pesticide, je dis pesticide en dernier recours et pas systématiquement. Je continue, parce que toi, tu veux nourrir le monde. Quand tu mélanges 2 plantes, elles sont un peu en concurrence dans ton champ, mais elles n'utilisent pas exactement les mêmes ressources. Tu vois, dans le sol, elles n'ont pas exactement le même comportement. En fait, quand tu mélanges des céréales, donc du blé par exemple, et des légumineuses, par exemple de la fève ou du pois, et que tu cultives 1 hectare de mélange, puis tu te dis, tiens, je vais regarder combien il me faudrait de surface si je faisais que du pois, pour avoir autant de pois, et quelle surface il me faudrait si je faisais que du blé pour avoir autant de blé. Tu t'aperçois que si tu les sépares, il te faut 1,4 hectare. Tu m'entends? Ça veut dire que, en fait, il te faut beaucoup plus de surface si tu les sépares, parce que quand elles sont réunies, elles exploitent mieux le sol. Et donc, tu peux produire en 1 hectare de mélange ce que tu produis si tu les cultives séparément, normalement sur 1,4 hectare. Ça, c'est la réponse à la question. Est-ce qu'on peut nourrir la planète? Si on fait des mélanges, si on commence à faire des systèmes agricoles qui ressemblent à la nature est toujours un mélange d'espèces, on peut produire plus. On peut produire plus. Oui. Waouh. Et alors même, aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il faut faire des cultures dérobées. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser le sol noir, brun,
En hiver, regarde, l'Europe est brune en hiver. Oui. Hein. Bon, on a labouré. Alors déjà, il ne faudrait pas labourer. Ouais, c'est ça. On voit des tracés et on voit des trucs qui traînent comme ça. Bon, déjà, il ne faudrait pas labourer. Mais laissons cette question de côté. Même si tu laboures, tu sèmes une culture d'hiver. Cette culture d'hiver, au minimum, tu la broies au sol au printemps et ça t'amène tout l'azote, tout le phosphate qu'elle contient, plus du carbone, de la matière organique. Oui, parce que cette culture d'hiver aura malgré tout fait son travail de transformation. Oui, et aura stocké. Elle aura grandi. Elle aura retenu toute la richesse de ta parcelle. Voilà, oui. Éviter que ça parte avec l'eau. Exact. Et donc, tu la restitues au sol et ça te fait un premier engrais. Pas laisser le champ comme ça et attendre, parce que moi, c'est ce que je vois effectivement d'habitude. C'est, tu vois que ça a poussé, ça commence à pousser à une certaine période. Puis après, on coupe tout, on récupère. Et après, le terrain, il reste vague pendant des mois. En hiver, il se passe la même chose que dans le sachet de thé, là. C'est que l'eau, elle passe. Et au bilan, comme elle passe, eh ben, elle entraîne tout ce qu'il y a dans le sachet de thé. À la fin, ton sachet de thé, il n'a plus de goût. À la fin de l'hiver, ton sol, il n'a plus d'azote, il n'a plus de phosphate. Sauf si quelque chose a poussé, l'a capturé. Ouais. Et quand tu broies ça au sol, bah après, ça se décompose et ça libère l'azote. Et c'est moins, du coup, d'engrais et tout ça. Tu veux encore un peu de thé? Non, ça va. Il en reste dans le sachet. Ça va. Mais alors, donc, ces cultures-là, tu peux aussi, dans certaines circonstances, les récolter. Le rendement ne sera pas forcément énorme, mais dans certaines zones climatiques, comme par exemple la Belgique, tu peux imaginer, surtout si tu sélectionnes des plantes qui poussent bien dans le climat hivernal, tu peux imaginer avoir une récolte supplémentaire. Pas forcément énorme, mais dans certaines circonstances, qui ont été étudiées par des scientifiques sur des schémas réels, hein, et ben tu arrives à produire sur 1 hectare ce que tu produirais sur 1,8 hectare si tu produisais ta culture d'été et ta culture d'hiver sur 2 années successives. Waouh! Il y a des trucs qui permettent de produire plus. Si tu ajoutes à ça que, comme tu le disais tout à l'heure, on jette 30% de la nourriture, et si tu ajoutes qu'on mange trop de viande, ce qui n'est pas bon pour la santé, surcroît de cancer, surcroît d'AVC, c'est pas bon manger trop de viande. On en mange 5 fois trop par rapport aux préconisations de l'OMS. Ils disent 25 kg, nous on est à 80-100 kg par an. Et par personne. Si on mange un peu moins de viande, on aura moins besoin de champs pour nourrir les animaux. 71% des surfaces agricoles d'Europe servent à préparer des aliments végétaux pour les animaux. Si tu réduis la quantité d'élevage, tu vas avoir plus de place pour produire des plantes pour l'homme. Ouais, on récupère presque les 3/4 des espaces. Un peu moins de viande. Alors, il en viendra toujours un peu. Il va falloir des pâtures, par exemple. Mais les pâtures, c'est très bon écologiquement, parce que c'est hyper divers biologiquement, ça a des sols très riches, très stables. Bref, un peu moins de viande, moins de jeter des conneries à la poubelle, et des pratiques culturales qui complexifient l'écosystème dans le temps ou dans l'espace avec plus d'espèces, ou plus d'espèces dans le temps, les cultures d'hiver, ou plus d'espèces mélangées, eh ben, il y a des perspectives pour produire au moins autant. Donc, disons-le, l'argument nourrir l'humanité, il est avancé par des gens qui ne veulent pas qu'on change de modèle de production. Voilà. Il est résolu par des expériences de terrain et des modélisations à l'échelle globale par des agronomes. L'agroécologie, c'est une piste de demain. Mais en fait, c'est de nouveau notre lien au vivant. On y revient à ça. C'est de se dire, mais au fait, le vivant, on y est lié, il peut être un outil pour nous. Tu vois, on retombe sur cette histoire de, c'est ce que je dis dans mon livre Convier l'humanité dans l'histoire naturelle, c'est que le vivant peut être un outil. Hier, on a pensé à la charrue, on a pensé aux pesticides, on a pensé aux engrais minéraux, on a pensé mécanique, on a pensé chimique, on n'a toujours pas pensé biologique. Alors, bon, nos anciens, ils avaient des haies, et si tu vas voir les jardins créoles en Amazonie ou dans les Caraïbes, ils mélangent des espèces. Hein. Mais en Occident, nous, on a une croyance en la technologie, en la chimie, qui fait qu'on n'a pas pensé au vivant. Il faut qu'on recrée ce lien, et un lien qui nous permette de voir que le vivant, c'est une solution. Qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas et on reste dans le même modèle, que les grandes corporations gagnent, ceux qui négocient et qui n'ont pas la tête dans les champs, hein, c'est pas leur boulot. Qu'est-ce qui va commencer à se produire? Déjà, souvent maintenant, les populations ont compris qu'il y avait des problèmes, et quand on essaie de te vendre un produit, on ne te montre pas un champ en monoculture, on ne te montre pas des pulvérisateurs de pesticides. Ah non, on te montre a la changé, nature. parce que dans les années 50, c'était au contraire, waouh, quand on voyait ces tracteurs énormes déployer leurs bras avec des pulvérisations, on avait vraiment, enfin, il y avait un imaginaire positif. Maintenant, l'imaginaire, il a changé, et sur certaines pratiques, on est plutôt dans la dissimulation. Hein. C'est important, parce que ça veut dire que le terreau est peut-être, le terreau sociétal est peut-être favorable à ce qu'on bouge un peu. Hein. Ouais, c'est-à-dire que notre culture n'est pas plus tellement proche de ce qui s'est passé. On est d'accord d'un peu shifté. Donc on est plus, notre imaginaire surtout, les trucs qui sont sexy, c'est plus les mêmes.
Mais ça ne veut pas dire que les gens ont aujourd'hui l'information pour comprendre ce qui est sexy. Et du coup, on te vend des produits en te montrant une vache dans une pâture pour un chocolat où en fait, dans ce chocolat au lait, les vaches, ça se trouve, elles n'ont jamais vu la lumière du jour. Mais on te vend ce chocolat au lait avec une vache qui meugle dans une pâture alpine. C'est ça. Bon. Voilà. Alors, une image agréable. Et donc, si tu veux, il y a une dissimulation. Par parenthèse, ça veut dire que la publicité, c'est un truc qu'il va falloir qu'on gère un jour. Parce que ça bâtit nos imaginaires. Et quelque part, on a délégué à des gens qui sont payés pour le faire par les autres. On a délégué à des gens qui sont payés pour le faire la construction de nos imaginaires. Et quelque part, il faut qu'on décide, nous, les imaginaires qu'on veut et qu'est-ce qu'on encourage comme image auprès de la jeunesse. Oui. Je peux te donner un exemple très concret qui est le mien. J'ai cru pendant longtemps que les vaches que je mangeais, ou même dont je buvais le lait, étaient des vaches qui se baladaient tranquillement dans la prairie, parce que ma grand-mère m'achetait des bouteilles Joaval. Tu as un beau paysage Windows, avec une belle plaine, et avec des vaches dessus, avec un beau soleil, avec des tournesols. Ça te montre la nature. Et quand t'es petit et que tous les matins, t'as ce truc-là devant tes yeux, et que tu ne vois pas de vache, tu vis dans une ville, tu conçois dans ton imaginaire la vache comme dans une prairie, on a été sympathiquement avec un seau dans la prairie, pchat, 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 ce seau s'est retrouvé, on l'a mis dans un plus grand bidon, ça arrivait dans les supermarchés, et ça arrive chez toi et tu la bois. Et j'y ai cru, et en fait, même quand on me montrait le reste, je me dis, mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que ça a démarré très tôt. Je suis moi-même victime de ça. Il y a un détail qui peut te mettre la puce à l'oreille quand t'as vraiment vu le processus, c'est que le lait, normalement, ça fait de la crème. Ah. Alors tu vas me dire, peut-être que ton lait à toi était écrémé. Mais si c'est du lait entier... Non, c'était du lait entier que je buvais avant. Qu'il n'y ait pas de crème au-dessus. Bah oui, parce que c'est des laits où en fait, les gouttelettes de gras qui ont tendance à remonter, il y a des processus où on fait passer ça à travers des mailles très très fines qui cassent ces gouttelettes en plus petites gouttelettes qui, pour des raisons physiques, ont plus de mal à remonter. Et tu fais des laits qui sont stables. Mais moi, quand j'étais petit, le lait, j'allais à la traite quand j'étais petit à la ferme, avec le petit bidon là. Le temps que je le ramène, un quart d'heure plus tard, il y avait déjà de la crème. Je sais. Il faut pas que mes parents écoutent là. Des fois, je m'arrêtais, je retirais le truc de mon guidon, je retirais le couvercle du bidon de l'aile de lait, je prenais la crème, je refermais. Et voilà, donc ça fait vite de la crème. Mais aujourd'hui, la plupart des gens ne réalisent pas quand ils vous ouvrent leur brique de lait non écrémé ou même moitié écrémé et qu'il n'y a pas de crème au-dessus, ils ne réalisent pas que c'est déjà un objet transformé. Et donc, je comprends tout à fait ce problème. Et ça me fait penser à deux choses que je raconte dans mon livre. En 20 ans, la distance moyenne à l'échelle globale de l'endroit où vivent les gens au lieu de nature spontanée le plus proche a augmenté de 640 mètres. Cette distance est de 16 km en France, 22 km en Allemagne. Wow. C'est la distance moyenne au lieu de nature spontanée le plus proche. Mais tu vas pas à 22 km sauf si tu prends ta caisse, mais c'est plus dans ton quotidien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la nature, on te la représente. Et notamment la partie alimentaire de la nature, on te la représente. Tu la vis pas. Il y a aussi dans cette déconnexion culturelle qui s'opère avec la nature et qui fait que du coup on peut te faire prendre des vessies pour des lanternes et qu'aujourd'hui on a du mal à réatterrir sur quel est notre lien à la nature. Il y a aussi un autre truc qu'ont étudié des collègues du muséum. Ils ont regardé dans les dessins animés de Walt Disney puis Pixar le temps du film qui se passe dans la nature ou le nombre d'espèces animales représentées par plan en moyenne. Et en fait, ça se casse la gueule. En 70 ans de film, ça se casse la gueule parce qu'aujourd'hui, en fait, le truc attrayant, c'est pas forcément comme dans Blanche-Neige, une fille qui chante dans une clairière avec des oiseaux autour. Ça, ce serait carrément has-been dans un dessin animé moderne. Ouais. Par contre, deux Avengers en train de sauter par-dessus des dinosaures mécaniques ou des martiens, là oui. C'est fini Bambi, ou à la rigueur même la petite sirène avec des espèces dans l'eau. Aujourd'hui, à part peut-être le monde de Nemo, et encore ça date bientôt, c'est presque 20 ans le monde de Nemo, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se passe beaucoup plus dans des villes, et il y a moins d'espèces représentées, de différents types d'espèces. Voilà. Et ça fait partie de la construction des imaginaires. C'est dans ces dessins animés ou dans les livres que l'on lit qu'on se représente un monde, ses propriétés, les envies qu'on a. Aujourd'hui, en fait, on a des générations qui naissent sans envie de nature. Et ça, c'est une des choses sur lesquelles j'insiste dans le bouquin. On a vraiment besoin que nos ptios, on compense ça en les sortant de l'école, en leur montrant des objets de vivant à l'école. Mais moi, dans mon pays, en France, eh bien, à l'école primaire, il n'y a pas de programme autour du vivant. Il n'y a pas de leçon de choses, il n'y a plus de leçon d'éveil. Donc, on a un problème d'imaginaire et c'est exactement comme ce qu'on disait au début pour notre représentation de notre place dans le monde où on s'imagine avec des Roland de l'Antiquité, des Roland de la Bible et des Roland
de la façon dont l'époque des Lumières au XVIIIe voyait la nature, on a bâti notre vision actuelle sur des trucs hérités passivement, on ne l'a pas constitué activement. Aujourd'hui aussi, notre vision de la nature, elle est construite par la publicité, elle est construite par des gens qu'on ne contrôle pas et qui ont des intérêts qui ne sont pas les nôtres, enfin qui représentent des intérêts qui ne sont pas les nôtres. C'est pas pour parler contre la pub, parce que je pense qu'on sauvera notre lien à la nature quand on aura des hordes de publicitaires qui viendront au service de ça, essayer de reconstituer du sens dans nos vies et du sens dans nos liens au monde transformer la pub. Et notre lien au temps. De quoi on a hérité, qu'est-ce qu'on veut transmettre? C'est ça. Mais il y a une question à laquelle tu m'as pas répondu, c'est qu'est-ce qui se passe si on continue? Ah ouais, mais je vais pas finir négativement, mais qu'est-ce qui va se passer? Là c'est le petit moment où on y va cash. C'est le petit moment, d'ailleurs, tu as utilisé un terme, hein, parler vrai. Voilà, c'est le terme que tu utilises, je pense à un moment donné dans le livre. Mais parler vrai, tu vois, c'est pas facile. Tu le dis quelque part à un moment donné, hein, je ne sais pas, enfin parler vrai, je sais plus où tu le dis, mais à un moment donné, il me semble que c'est dans ce sens-là, mais c'est pas forcément La question c'est choyer son auditeur, ou parler vrai. Bah moi je parle vrai, et c'est pour ça, et je te suis reconnaissant, par exemple on a parlé de trucs sur la sexualité qui sont quand même vachement touchy. Hein. Bien sûr, ça peut être très vite sorti du contexte, mal interprété, mais ici on est là pour s'exprimer. Ah bah oui, mais tu peux très bien effectivement découper un petit truc, ou demander à une IA de réécrire le texte. On n'est pas comme ça. Avec les mêmes mouvements de lèvres. En tout cas, le truc. Hein. Moi, j'aurais plus de facilité à raconter des jolies histoires de plantes ou de champignons. Bien sûr. Je pense qu'on doit aux gens, je le dois moi parce que j'ai été payé par les impôts des gens pour être universitaire. D'accord ? Pour faire des recherches, pour faire de l'enseignement, pour lire, pour apprendre. Donc je pense qu'on doit absolument aux gens l'état des connaissances, qui n'est pas parfait, mais qui peut leur permettre de les libérer vraiment. C'est quand même assez inédit dans l'histoire de l'humanité, hein, cet état de connaissance-là. On a rarement eu autant de données sous la main, mais on a aussi eu rarement autant de bruitage. C'est ça. Avec du n'importe quoi, et parfois du n'importe quoi qui est organisé pour manipuler. En tout cas, ce qu'on risque, c'est sans doute une contraction démographique terrible de l'humanité si nos sociétés s'écroulent, parce qu'aujourd'hui on est très dépendant, mais même sans penser juste aux lunettes comme tu disais tout à l'heure ou autre chose comme ça, on est vachement dépendant de la vie en société. Donc si demain nos sociétés d'écart, on aura sans doute des pertes démographiques, mais surtout on aura toujours des gens. Mais on risque de retrouver ce type de démographie pourrie où les gens s'abîmaient très vite, les filles avaient 4-5 gamins et crevaient à 25 ans, les mecs crevaient dans des accidents aussi, de chasse, de ceci, de cela. En plus, on aura toute une toxicité héritée de l'environnement, puisqu'on l'évoquait, on a mis des toxines dans l'environnement qu'on ne sait pas retirer, qui fait qu'on aura plus de cancers, plus de malformations génétiques. Donc on risque une humanité qui vivrait une vie moins nombreuse et qui vivrait une vie très dégradée. Ça, moi, bon, tu me poses la question, j'en parle. J'ai pas parlé de ça dans mon livre. Parce que moi, ce que je crois, c'est qu'il est temps d'agir. Putain, faut bouger, quoi. À un moment, plus on avance, plus c'est l'horreur. En 62, Rachel Carson écrit un livre qui s'appelle Le Printemps silencieux, où elle dit, attention, les pesticides, c'est toxique, et c'est même toxique pour l'homme. Bon, 62, quoi. L'effet de serre et le fait que le climat change, dans les années 90, on le découvre. Alors, il y a des arriérés, plus des lobbies comme notamment les producteurs de pétrole, ExxonMobil par exemple, a eu des prédictions climatiques dès les années 70. Donc savait dès les années 70 que le climat allait changer. Et en 2000, le PDG d'Exxon dit, il y a un verbatim dans mon livre, dit non, c'est pas sûr, c'est sur le changement climatique. Donc voilà, on a perdu du temps, la biodiversité s'effondre, ça on le sait depuis le début des années 90, on n'a pas agi. Donc ce qui est en train de se passer, c'est que et puis on a des problèmes sanitaires maintenant. On commence à avoir beaucoup d'épidémies qui s'entassent. Parce qu'on n'a pas bien géré la nature et notre contact à la nature. En fait, les problèmes s'empilent. Et comme on ne les a pas traités séquentiellement, plus on attend, plus il y aura de problèmes. Donc il faut vraiment agir vite. Parce que ça devient de plus en plus dur d'agir. Non seulement parce que chaque problème est de plus en plus accentué. Je veux dire, les espèces, il y en a de plus en plus qui disparaissent. Et quand elles sont disparues, elles ne reviendront pas. Mais en plus, le nombre de problèmes augmente. C'est pour ça qu'il faut bouger vite. Mais il est encore temps. Prenons la biodiversité. On a perdu entre 4 et 7% des espèces d'oiseaux ou de batraciens. C'est rien. C'est déjà terrible. Mais c'est rien. Il en reste plein. Le verre est encore à moitié plein. Je dirais même que pour ceux qui regardent ça à la terrasse d'un bar avec une pinte, le verre il est aux 3/4 plein. Mais quand on verra le fond, on ne pourra plus le remplir. Donc voilà, il y a une certaine urgence à agir, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Agir, c'est pas simplement trouver des compensations, s'adapter au changement climatique. C'est vraiment re-questionner
nos pratiques. Et comment les re-questionner? Eh bien, en regardant ce qu'on est dans le monde et en regardant à la fois ce que ça nous interdit. On a parlé de plastique, on a parlé de fluoroalkylés, les fameux polluants éternels. Bah ça, c'est non. Non, non, et non, et non. Et non, et tout de suite. Et pas non, mais non. Par contre, il y a des solutions. Bah, ces agricultures nouvelles qui sont basées sur des concepts écologiques et évolutifs qui permettent de réduire les pesticides. C'est mieux comprendre ce que c'est qu'une femme et mieux comprendre ce que c'est qu'un homme. Et ça, alors j'en parle longuement dans le livre parce que c'est un truc important. Il y a encore plein d'autres détails qui font que... Tiens, allez, encore un exemple. Je le montre bien, hein, elle est chopée. Hein. Je mets le lien, bien sûr, toujours... et puis encore un exemple de solution, parce qu'il faut vraiment parler de solution, c'est cette idée que nous sommes un fertilisant pour le monde, et que dans nos poubelles, il dort une solution pour l'agriculture. Enfin, c'est quand même un truc important, ça, parce que ça ne coûterait pas grand-chose de mettre nos ordures au bon endroit. Donc, tu veux, voilà, c'est ça, c'est regarder le monde, et l'en tenir au monde, pour s'interdire certaines choses, et voir toutes ces belles au bois dormant, qu'il va falloir qu'on aille embrasser l'une après l'autre, parce que ce sont des méthodes pour continuer à faire bien, voire même mieux faire, et préparer un monde pour nos ptios. Je prends tous tes conseils qui sont très larges. Voilà, je découvre cette vidéo, je découvre tout ce que tu me racontes. Bon, déjà, je vous donne un conseil, et c'est aller regarder son travail quand même, hein. Aller visiter le musée d'histoire naturelle aussi, regarder un petit peu les conférences qui sont disponibles de Marc-André Sellos sur d'autres chaînes. Ça vaut vachement la peine pour mieux comprendre le vivant. T'as fait des BD aussi, hein, faut le préciser. T'expliques le champignon, comment est-ce que il y a une symbiose entre plantes et champignons, et tout ça. Mais maintenant, quelqu'un qui découvre cette vidéo, qui est certes déjà touché par les questions écologiques, mais qui a pu creuser les choses beaucoup plus loin aujourd'hui, parce que c'est ça que j'aime bien, moi, c'est aller plus loin que ce qu'on croit de l'écologie. Sa première action, c'est quoi? C'est dans le vote? C'est dans la façon d'aller choisir, d'aller acheter en local? Comment est-ce qu'on peut essayer à nous de notre côté d'enclencher une transformation rapide? Tu l'as dit tout à l'heure, putain, c'est urgent, il faut que ça se passe. Comment est-ce que je peux faire? Là, tout de suite. T'as pas mangé pendant 2 jours, t'arrives devant ton frigo, tu l'ouvres. C'est quoi l'urgence? Le remplir. La tomate, Pardon. On ouvre le frigo, c'est la deuxième fois qu'on l'ouvre. La tomate, les œufs, le morceau de jambon, les fruits. De toute façon, ils faut tous y passer. Si t'as pas bouffé pendant 3 jours, tu as un moment où tu vas les manger. Il n'y a pas de solution unique. Il y a un cortège de solutions. Donc, il y a les conduites individuelles. Aujourd'hui, c'est pas décent de passer son temps, ou sa retraite, hein, parce que c'est surtout là qu'on a le temps de le faire, à griller du kérosène pour aller visiter des endroits exotiques. Il y a d'autres choses à faire, et au passage, dans notre société, si on a du temps, il y a des gens qui ont besoin de notre aide, de notre bénévolat. Bon. Donc, ça rend heureux, plus heureux qu'aller de l'autre côté de la planète. Mais ça... Quelque part, les gens qui courent effectivement derrière la visite de plein d'endroits, et ils courent derrière leur propre ombre, je ne suis pas sûr qu'ils trouvent toujours un grand équilibre à ça. Je viens de là. On n'est pas heureux avec ça. Au contraire même, hein, ça nous rend, on rentre dans un truc, dans un piège. Mais non, tu l'as dit. Ce qui rend heureux, c'est d'aider son prochain. Ça crée quelque chose chez nous. Et ça c'est important. Donc il y a des conduites individuelles qu'on peut avoir et qui vont être moins impactantes sur le tri de nos poubelles, sur le fait de composter, composter sans mettre de déchets indésirables dans le compost. Tu vois, il y a des trucs très quotidiens qu'on peut faire. Mais ça change pas le monde. Je veux dire, ça change pas ce que font les Chinois, ça change pas ce que font les Tibétains. Après, il y a l'action collective. Et là, il faut quand même réaliser une chose, c'est que on est la 5, 6, 7e génération qui a vécu dans la démocratie. Et ça veut dire qu'on a un petit peu oublié ce que c'est que de ne pas avoir de démocratie. Moi, je l'ai vu dans certains pays où j'ai vécu, où j'ai enseigné. Il m'est arrivé d'enseigner en Chine, par exemple, c'est pas démocratique. Hein. Et on a tendance, sous prétexte que la démocratie fonctionne pas toujours bien, à oublier une chose, c'est que nous, on a une part de décision. Et une part de proposition, parce que la démocratie, c'est pas juste de voter. C'est aussi, des fois, proposer des choses. Parce que c'est vrai que l'offre est pas toujours ragoûtante. Ça, c'est sûr. Mais il faut aussi voter. Et pas laisser ceux qui se posent pas de questions décider de notre avenir à notre place. Parce que, effectivement, si on se pose des questions et qu'on se dit, bah non, rien ne me plaît, en gros, ça veut dire que ceux qui vont voter, c'est ceux qui ne se posent pas de questions. Donc, il y a cette dimension collective. Et dans cette dimension collective, il y a l'action militante aussi. Il n'y a pas de bonne solution. Et tout le monde n'a pas besoin d'être tout ça à la fois. Encore que l'engagement individuel, il a de sens que si tous les individus le font. Mais, bon, voilà, l'idée c'est qu'il n'y a pas une chose à faire. Il y a plein de possibilités. Et je ne sais pas lesquelles sont préférables. Si je savais, je l'aurais fait depuis longtemps. C'est très clair. Marc-André, merci.
pour ce moment incroyable. Tu sais que potentiellement tu risques d'être en retard à ta conférence. Ah bah il faut que je parte. Il va falloir y aller. Donc merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt sur Limite. N'hésitez surtout pas à commenter. S'il y a quelque chose qui vous a vraiment marqué en particulier, mettez-le en commentaire avec le timing. N'hésitez pas à expliquer pourquoi ça vous a marqué dans ce chapitre-là. Merci tout le monde. Merci Marc-André. Je te fais un check. Et à très bientôt sur Limite pour de nouvelles vidéos autour des limites planétaires, des limites humaines, du monde entier. Bref, on est là pour parler d'avenir. Ciao ciao.